Bonjour et bienvenue pour l'épisode 196. 196. Je suis avec Marie Bonsoir. et aujourd'hui on va parler de l'étrange lucarne. Dans de l'hystérique de l'étrange Oui, lucarne. l'hystérique de l'étrange lucarne, c'était pour la blague. Alors, dans le sujet de la semaine, on va parler de l'épisode qui suit donc le double épisode avec les Cybermen, qui n'est autre que l'épisode 7 de la saison 2, l'historique de l'étrange lucarne en VF, The Idiot's Lantern en VO, écrit par Mark Gatiss et réalisé par Eurosline. Il a été diffusé sur BBC One le 27 mai 2006 et en France le 18 janvier 2007 sur France 4. Mais la première chose qu'on va faire, c'est comme d'habitude, tu vas nous en faire un résumé. Un petit résumé. Un petit résumé. Le docteur et Rose sont partis pour les États-Unis des années 50. Oui. D'ailleurs, ils ont même changé un peu leur style vestimentaire pour pouvoir matcher avec l'époque. Sauf que c'est bizarre, dans leur États-Unis des années 50, il y a des maisons en rangée qui font quand même très très Angleterre. Et puis il y a des drapeaux partout. Très très anglais aussi. Oui, c'est ça. Donc ils se retrouvent dans un petit quartier prêt à célébrer le couronnement de la reine de feu, la reine Elisabeth II. Mais il se passe des choses étranges dans ce quartier. Certaines personnes semblent ne plus être tout à fait humaines. Ta, ta, ta. C'est parfait comme résumé. Tu dis toujours ça. Oui, je sais, parce que c'est le cas. Dites-le en commentaire si jamais c'est pas le cas. Ou pas, dites-le pas. Ouais, tes résumés sont trop nuls. Franchement, remboursez. Changez Marie. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, honnêtement, de cet épisode-là? En fait, j'ai l'impression que je me redis à chaque épisode de cette saison. Je l'ai vu à chaque fois, à part School Reunion, je pense que je les ai vus tous qu'une seule fois. Oui. Et que sur le moment, j'ai dû bien les aimer, sinon c'est pas possible qu'à chaque épisode, je me sois dit « Oh là là, c'est trop nul » et que je continue quand même, tu vois. Oui. J'ai dû bien les aimer et le temps a fait que je me suis progressivement dit « Ouais, en fait, bon, c'était pas top quand même. » Alors que maintenant que je les revois, eh ben en fait, ils sont bien, oui, si. Et celui-là, justement, j'en avais une idée que je m'étais faite, comme quoi il était franchement nul. Alors qu'en fait, non. C'est bizarre. Ouais, je l'ai bien aimé. Moi, c'est un épisode que j'ai toujours aimé, honnêtement. J'aimais pas le titre, je crois. Mais le titre est bizarre, en fait. Et même Il est extrêmement long, ce qui fait que tu penses pas à Doctor Who quand tu... Enfin, tu penses pas à cet Et épisode-là. même le titre anglais, je l'aime pas non plus, en fait. The Idiot's Lantern. Mais en fait, Il y a rien d'idiot là-dedans. Si, quoi. parce que ça part du principe qu'il y a un truc que, à mon avis, t'as loupé parce que c'est vraiment un dialogue qui est fait en scred. Mais c'est En gros, ça happe ton esprit, ouais, c'est la quoi. grand-mère qui dit quelque chose de similaire sur la télé, qu'elle aime pas la télé, en fait. Et c'est au tout début de l'épisode. Donc, si tu le captes pas, tu sais pas. Et puis bon... C'était une critique souvent avancée pour la télé à l'époque et je trouve que c'est... Oui, enfin, j'aime pas trop ce titre. Bah non, c'est pas un titre extraordinaire. D'ailleurs, c'était pas le premier titre auquel Margatis s'est pensé. Hein. Ah non, pas du tout. À la base, déjà l'épisode devait se passer dans les années 50 dans Soho. Mais à l'époque du rock, elle arrivait du rock and roll. D'accord. Et donc là, ça se passe en 53. Mais effectivement, c'était pas le premier titre pour l'épisode, quoi. One-Eyed Monster, le monstre à un œil. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'était pas terrible. C'était pas terrible non plus. Bref, un bon épisode, un titre franchement mauvais. Oui. Moi, c'est un épisode que j'aime quand même beaucoup. Je pense qu'il y a deux choses qui jouent un peu à ça. Je trouve qu'il est vachement fun comme épisode. Oui. Dans le sens, il fonctionne, il se prend pas la tête. Il y a peut-être des incohérences, mais il fonctionne tout seul, quoi. C'est pas un heavy drama où oui. Il y a pas non plus finalement d'enjeux dramatiques très intenses. À part oui, non, mais Rose perce entre Rose visage. et le docteur, il n'y a pas de tension amoureuse. Non, oui, ça fait du bien un petit peu. Et je pense à ce niveau-là, je lisais d'ailleurs dans le bouquin là, que je suis en train de lire sur la création de la série en 2003, ouais.
que Mark Gatiss avait eu aussi pendant un temps proposé à la BBC de relancer Doctor Who. Mhm. Et je m'aperçois qu'en fait, euh, ils expliquent un peu, parce qu'en fait l'info a été révélée de toute façon dans un Doctor Magazine, dans le numéro 500 je crois. Euh, et il expliquait un peu sa version qui était un peu plus proche de la série classique en fait. Ouais. Même si honnêtement s'il l'avait fait, il aurait fait comme RTD, c'est-à-dire qu'il aurait Un format éliminé... moderne, oui. Non, il aurait éliminé toutes les références à la série classique. Oui. En ne gardant finalement que les Daleks, mais c'est-à-dire démarrer nouveau Mais sur une page blanche, quoi. sur une page blanche. RTD l'a fait avec sa guerre du temps, quoi. Ouais. Gatiss, lui, il aurait fait ça d'une autre manière. En fait, le docteur et son TARDIS se seraient retrouvés en fait dans un village anglais typique. Le docteur aurait tenu une espèce de boutique d'antiquités avec justement le TARDIS parmi les antiquités. Il aurait juste oublié à peu près sa vie. Et deux personnes du village, en fait, se seraient liées d'amitié avec lui et ils auraient vécu des aventures. Imaginez Louis la Brocante, mais avec un tout petit peu plus de science-fiction. Dit comme ça. J'aimais bien Louis la Brocante, perso. Moi aussi j'aimais bien les Louis la Brocante, honnêtement c'est vachement bien. Mais voilà, grosso modo, Mark Gatiss faisait Louis la Brocante dans l'espace. Oui. Mais bon, mis à part ça, la différence avec le format aussi, c'est que c'était des épisodes de 25 minutes, 30 minutes, Oui. comme la série Plus classique court, en quoi, fait. oui. Et des histoires en fait en plusieurs épisodes. Oui. En fait c'était des mini-séries quoi. Et par contre, c'est vrai qu'on peut se dire que s'il avait envie de faire ce genre d'écriture, l'épisode aurait pu sembler un peu rushé en 45 minutes, mais non, en fait, je trouve qu'il est plutôt... Il tient il- bien en Ouais, 45 ouais, minutes. Hein. il fonctionne sur ce format. Ouais, il tient bien en 45 minutes. Il a le bon rythme. C'est ça. Je me suis pas ennuyée un instant, franchement. Non, il est vraiment très bien dosé. Le docteur fait bien son côté badass. Mhm. Et ça, j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien quand il est comme ça, le docteur. Dans les autres personnages, on a des personnages intéressants. Alors, évidemment, il y a la famille. Donc, il Oui. y a la mère qui est soumise, mais qui, au final, prend un peu sa vie en main quand même. Oui. Le fils, qui est, comment... qui est quand même assez réfléchi, c'est c'est un bon gamin, quoi. Oui. Mais qui est aussi bien la mère que le fils totalement oppressé par le père, Oui. qui est toxique, plus que toxique. Exactement. Ensuite, dans les autres personnages, je pense notamment à l'inspecteur, qui est un personnage vraiment très très drôle. C'est dommage qu'on ne le voit pas plus longtemps, parce que le docteur arrive complètement à le retourner. Oui, totalement. J'adore la Et- scène d'ailleurs parce que c'est l'inspecteur qui est d'abord debout avec le docteur assis. Puis vers la fin, en fait, c'est le Oui, docteur c'est qui se donc- lève et C'était et extrêmement le bien flic qui pensé. s'assit. Ouais, j'aime bien ça. C'est dommage qu'il soit un peu évincé très rapidement, notamment en se faisant absorber le visage, qui le rend KO pour le reste de l'épisode. Ouais. Mais ces petits moments étaient intéressants. Excusez-moi. Fatigué. Ensuite, oui. Ensuite, il y a le semi-méchant Magpie, donc qui distribue ses télé à tout va là. Oui. Oui, donc c'est vrai que je l'ai pas dit dans le résumé, mais la télé absorbe le visage des gens. Voilà. Oui, c'est ça. Donc lui, comment il est un peu contraint et forcé de le faire, mais honnêtement, il pourrait choisir de résister et de pas Non, collaborer. non, parce que j'ai l'impression elle a pris une partie de son âme. Oui, Elle le contrôle, tu vois. ouais. Donc elle peut pas vraiment. Enfin, il peut pas vraiment. Magpie électrique, c'est un nom qui va apparaître maintenant quasiment assez souvent dans la série pour cacher les marques Apple et compagnie. Ah, Ça va. Non, c'est vrai, si c'est tu vrai. regardes, même actuellement. Je crois qu'il y a des photos de tournage qui montrent que le mot Magpie électrique est présent dans les prochains épisodes de Shooting at Toi. Ah, c'est marrant. Ouais. J'ai un gros doute, mais il me semble que oui. Mm. En fait, c'est un nom qui est encore utilisé quoi, pour une marque fictive. En fait. Mhm. Comment une chose aussi que j'ai envie de dire en revenant sur la famille, Ouais. j'ai eu très 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 vaguement l'impression à un moment donné que comment il y avait un sous-entendu comme quoi le garçon pourrait être gay. Alors, figure-toi, et je viens de le lire parce que j'ai lu des trucs sur le coup. Ah oui, moi j'ai rien lu du tout. Moi je sais pas, j'ai eu Eh ben, c'est Simon figure-toi Guédard qui a fait ça. qu'apparemment, dans la première version du scénario,
Il était gay. Oui, mais ça se ressent en fait sur la manière dont il écrit la relation avec le père. C'est... Bah, je l'ai pas ressenti comme ça. Moi, Ah, je moi voyais si. juste en fait un père qui. Moi, ça m'a fait penser d'ailleurs à autre chose que je dirai après. Mais un père, tu sais, qui a fait la guerre, Ouais, mais qui a travaillé à l'usine. ouais. Pas un fermier, mais tu vois, un ouvrier Mhm. qui veut que son fils en fait soit ouvrier. Oui, et pas plus quoi. Oui, oui, je l'ai ressenti C'était la aussi, relation que je voyais en fait. mais il y a eu plus de... il y Bah, a eu il y a comme... il y a la phrase avec la tante qui dit oh, vous savez, oh, il est toujours dans les jupons de sa mère. Oh, vous Oui, savez comment finissent les c'est garçons. ça, c'est à ce moment-là que j'ai pensé à ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est cette blague. Enfin, c'est à la rigueur la dernière trace de cet élément. Mhm. Parce qu'honnêtement, je pense, s'il a été écrit à la base comme ça, effectivement, Oui. c'est quelque chose qui a Mais été il a peut-être pas éliminé. été joué comme ça non Non, plus. et Non, c'est quelque non. chose qui a été éliminé, en fait, hein, Oui, ok. du scénario. Moi, en fait, cette relation-là m'a fait penser à... Alors, quelque chose qui a rien à voir, puisque, en fait, c'est un morceau que j'ai découvert dans la série Misfit. Oui, je suis en train d'essayer de réfléchir à quel moment tu parles. En fait, c'est juste un morceau qui a été utilisé dans un épisode. Euh, je vais juste retrouver, parce que j'arrive pas à me souvenir du nom. Oui, c'est ça. En fait, c'est un morceau d'un chanteur qui s'appelle Labi Siffré. Et en fait, le morceau s'appelle I Don't Know What Happened to the Kids Today. Et en fait, les paroles de la chanson, c'est ce que dirait quelqu'un qui a fait la guerre et qui voit des pique-niques en fait. Ah oui, d'accord, oui. Donc, je me suis pas battu pour les gamins de ce genre, je me suis battu pour que les gamins soient. Oui. Tu vois, enfin, il y a ce côté justement typiquement du père de famille qui a fait la guerre, Mhm. qui voyait son fils d'une certaine manière et qui au final, comme son fils le dit, devient comme les gens qu'il a combattus pendant la guerre en Oui. fait. À vouloir ce côté un peu être droit, propre, à toujours écouter d'une certaine manière et empêcher les autres de parler quoi. Oui. C'est marrant, c'est quelque chose qui n'a pas disparu. Mais, mis à part ça, l'épisode, en fait, Margatis, RTD a commandé donc l'épisode à Margatis. Il pensait avoir beaucoup plus de temps pour l'écrire, puisqu'il pensait avoir plus de 3 mois pour l'écrire, mais l'ordre de production a changé, donc il Ok. s'est retrouvé avec seulement 3 semaines pour l'écrire. Ah, Enfin, eh ben un peu franchement, ça plus, se ressent pas. un peu Allez. plus parce qu'à mon avis, ce changement est arrivé alors qu'il y avait déjà quand même le Hmm. premier jet qui était sorti, quoi. Oui, alors faut le faire peut-être un peu plus souvent travailler sous pression, parce que quand il prend son temps, comme avec Sherlock BBC, c'était pas top, hein. Ouais, je sais pas, ça dépend. Parfois il a de bonnes idées, Je parfois il n'en a rigole. pas. Oui. Donc, tourné en même temps dans le bloc 4, donc c'est-à-dire qu'il a été tourné en même temps que Fear Her. Ah, j'ai vraiment très hâte de le revoir pour cette raison-là, c'est que ça fait partie de ces épisodes où je me dis, ouais, c'était quand même mauvais, hein, alors que je l'ai pas revu depuis. Bah, tu verras parce que moi j'aime bien cet épisode. Enfin, j'ai jamais compris trop pourquoi les gens ils aimaient pas cet épisode. Moi je l'aime bien. Enfin, on en reparlera dans le Gaïcast. Mhm, Et donc, il a été tourné en même temps au début de janvier 2005. mhm. Euh, 2006 plutôt. Enfin, en tout cas, entre fin janvier et début février, Oui. et même sur le mois de février. Euh, il n'a pas été tourné réellement à Alexandra Palace. Oh, Ouais, c'est la déception. Il a été tourné à Cardiff. je pense que tout le monde s'en doutait. Il y a quand même, je crois, il y a une rue, alors j'arrive pas à savoir parce que je connais pas les noms de rues, mais je pense qu'il y a une rue quand même qui a été tournée à Londres, quand même, mais pas sûr. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le tournage? Alors oui, il y a une grosse déception, et vous connaissez notre passion, et ça je pense que ceux qui nous écoutent savent très bien qu'on aime un tout petit peu la télé anglaise, Oui, à tel point qu'on bassine toujours les gens avec certains programmes. oui, 1953, c'est le couronnement de la reine pour évidemment. les trois quarts des Britanniques, la majorité dans l'histoire des Britanniques. 1953, c'est aussi une autre chose pour ceux qui aiment beaucoup la science-fiction britannique. Ah, vous finirez par le savoir. Vous Quatermass finirez par City ça. expérimente. The Quatermass Experiment, Mm. effectivement. C'est pas anodin hein, ce qu'on dit, c'est très important pour l'histoire de la télévision britannique parce que Pas de figure Quatermass, pas de Doctor Who, hein. déjà, mais surtout la Quatermass Experiment a son dernier épisode qui se passe
Euh, dans la cathédrale, là. Saint-Paul. Ça, Non, c'est à Westminster. c'est Westminster, Oui. l'abbaye de Westminster, pardon. Je confonds toujours les deux, c'est terrible. Dans l'abbaye de Westminster, Saint-Paul, c'est The Invasion. voilà. Et la particularité de ça, c'est qu'en fait, ils ont profité du fait que le matériel pour filmer le couronnement de la reine était encore présent à Westminster pour filmer The Quatermass Experiment, enfin filmer le final. Tout à fait. Et c'est ça qui est dingue. Ils ont profité que tous les câbles étaient encore là parce que Ouais, parce que c'était quand même quelque chose à installer. c'était le premier couronnement qui était filmé et visible par tout le monde parce que jusqu'à présent, les gens qui ont pu assister au couronnement de roi et reine anglais, c'était limité à l'accès à l'abbaye et les gens qui étaient contents dans la rue, les gens qui écoutent. Non, là, même pas la radio parce que la radio n'existait pas encore au temps de la reine Victoria. Oui, mais bon, il n'y a pas eu que la reine Victoria. Je veux dire, le règne de George VI n'a pas été si long. Donc la radio a Ouais, suivi le couronnement de George la radio VI. apparaissait, oui. Même encore celui d'avant, donc son frère, quelques mois avant, qui a été est-ce qu'il a été couronné? Je ne sais plus. Je ne sais plus s'il y a eu la... Parce qu'il est tellement pas resté longtemps. Enfin bref, et même potentiellement son père, faudrait que je vérifie. Et donc, Niveau date, ça se tiendrait. la reine Elisabeth II, c'est le premier couronnement visible par la masse, par la population entière, grâce à la télévision. D'ailleurs, il y avait énormément de monde, ils avaient rajouté énormément de sièges dans l'abbaye déjà pour faire venir les gens. Pour la petite anecdote, quand le roi actuel, j'ai oublié son nom parce que c'est pas le roi. Charles III. C'est Charles III, oui. Quand le roi Charles III a été couronné, à l'époque, il avait été bien, on avait bien expliqué qu'il ne voulait pas qu'il y ait la même quantité de personnes dans l'abbaye que pendant le couronnement de sa mère. Ah oui. Donc il n'y a pas eu autant de sièges. C'est pour ça que c'était... Oui, voilà, ça ne semblait pas bondé quand... Non, ça ne l'était pas parce au temps d'Elisabeth II, ils avaient rajouté énormément de sièges pour accueillir déjà énormément de monde à l'intérieur. Oui. Lui, il l'a fait en plus petit comité parce que ça faisait déjà chier, à mon avis. Oui. Quand on voit de toute façon, quand on voit les photos quand il a la tête, la tronche qui tient. Oh mon dieu, je pensais que j'allais être à la retraite. En plus, c'est super lourd la couronne apparemment. Oui, c'est... Donc pour une personne qui a probablement déjà des problèmes de santé, qui a été opérée de la prostate d'ailleurs dernièrement. Ok, mais c'est pour quelqu'un de plus tout jeune, ça doit pas être très agréable de se dire oh merde. Ouais, non, c'est clair. Donc, la particularité, c'est que The Quatermass Experiment est intrinsèquement lié en fait au couronnement de la reine Elisabeth II, parce qu'ils se sont faits dans des dates très proches, puisque le matériel était encore disponible. Et surtout, le couronnement de la reine a été transféré sur pellicule pour la postérité, parce que t'imagines bien que c'était un moment important pour les Britanniques, donc ils n'allaient pas l'effacer. La bande de pouce a été effacée, il me semble. C'est vraiment, je pense pas qu'ils l'aient conservé, à moins que, à vérifier. Mais en tout cas, on a les images. On a les images. Par contre, The Quatermass Experiment, on n'a que les 2 premiers épisodes sur les 6. Principalement dû au fait que la technologie pour transférer sur pellicule était encore assez récente. Alors même que la BBC avait déjà plus ou moins prévendu les droits pour une diffusion en Australie, à tel point que c'était affiché dans un magazine télé. Ah oui. Et surtout, à l'apparition pendant l'enregistrement, pendant le transfert sur pellicule de l'épisode 2, d'une mouche sur l'écran. Et qui vient faire coucou pendant, je crois, 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Elle reste un bon moment. Elle se balade, elle se promène. Non, elle bouge pas vraiment sur l'écran, mais elle est quand même là, tu vois, tu la vois. Ah si, elle bouge un petit peu elle quand bouge même. un petit peu, mais c'est assez drôle, quoi. Ça m'éclate toujours. Bref, en tout cas, Margatis voulait peut-être parler de manière un petit peu plus... il voulait passer des références qu'il a éliminées au final, parce que je sais pas si ça t'a frappé, mais il n'y a aucune référence à The Quatermass Experiment. Oui, alors que ça se passe à Alexandre-Palace, où ça a été tourné. Oui, ça a été filmé. Et on voit passer certains des techniciens, tout ça. Exactement. Donc ils auraient pu, je sais pas moi, transporter un obus en carton. En fait, apparemment, ce qui était prévu à la base, c'était qu'on voie la fusée du premier épisode déplacée, le morceau de décor déplacé à l'époque. Finalement, ça n'a pas été fait. Il devait y avoir d'autres références indirectes. Elles ont été éliminées. Je trouve que c'est vraiment pour moi le gros regret.
Oui, parce Il, que... il aurait pu au moins en placer au moins une. Oui. Parce que Après, il a peut-être pas eu le budget, il a peut-être pas eu la possibilité de le faire. Bah, Hein. même un dialogue, quoi. Il n'y a même pas une référence. Alors que, je veux pas dire, mais Mark Gatiss, l'année dernière, pour les 70 ans, Mhm. ils ont fait une lecture du script Oui. sur scène à Alexandra Palace, Mhm. justement. Mark Gatiss, il jouait dedans. Oui, oui, bah, il jouait déjà dans la version Oui, en plus, il 2005 jouait de de la Quatermass version de Experiment. BBC. Avec David Tennant, d'ailleurs. Voilà. Donc, mais... Ouais, c'est un gros fan de Quatermass. Mais après, je pense que s'il ne l'a pas mis, c'est qu'il n'a pas pu le faire. Mm. Pas qu'on lui a interdit ou quoi, hein, juste que il n'avait pas la possibilité de le faire parce que le connaissant, il l'aurait fait, je crois. S'il avait eu la possibilité de le faire, il l'aurait fait. Oui. Alors, pour les petits détails, Alexandra Palace, en fait, c'est c'est une salle de spectacle, Oui. grosso modo. Qui est fort, mais qui est très en hauteur, du coup, elle Voilà. a une antenne qui diffuse. C'est de là que la BBC commencera à vraiment diffuser la télé. Mhm, Donc le palace en lui-même a ouvert en 1873, mhm, qui a pris feu quand même entre-temps. La BBC a commencé à l'occuper à partir de 1935. mhm. Et la première, c'est en 1936 que la première transmission audiovisuelle a été faite. Et apparemment, ils ont transmis jusqu'en 1956. J'ai lu ça de Wikipédia parce que je ne connais pas assez l'histoire de Alexandra Palace pour le coup. Mais la particularité d'Alexandra Palace, c'est qu'elle existe toujours. Oui. Elle n'est pas en état complet. Elle a été partiellement restaurée. Mais la salle où la lecture de Quatermass Experiment a été faite, par exemple, n'était pas restaurée spécialement. Mhm. Enfin, elle est laissée un peu en état. La tour est encore visible. Alors, si vous avez vu notre vidéo de voyage à Londres, vous avez vu qu'on a été au BBC Television Center, à, à deux autres studios, Riverside et Lime Grove. Mhm. Mais on n'a pas été jusqu'à Alexandra Palace, malgré que je voulais. Oui. Mais on s'est aperçu d'un truc, C'était c'est vachement loin. Ouais, ça nous aurait pris littéralement 1 heure et demie aller-retour, Ouais, c'est voire ça. 2 heures. Ouais, c'est ça, Selon, on perdait 2 heures en fait en transport en commun à y aller. Parce que c'est assez excentré en fait de Londres. Oui. C'est dans Londres, hein, mais ça reste assez excentré, c'est entouré d'un super parc. Et juste pour vous expliquer un peu comment c'était à l'époque en 53, c'est que quand les productions étaient faites à la télé, donc que ce soit une pièce de théâtre Mhm. ou The Quatermass Experiment, quoique The Quatermass Experiment pas tout à fait, la musique que l'on entendait dans les épisodes était jouée par un orchestre, Oui, en direct, en en même direct. temps que les acteurs jouaient en direct. Et c'est pour ça qu'il y a une salle de concert à Alexandra Palace. Voilà. Faut imaginer que la télé à cette époque-là, grosso modo, c'était comme le journal télé en fait. Oui, ou le théâtre. Ou Secret Story. En multicam. Mais en tout cas, il y avait plusieurs caméras qui filmaient la même scène. Les acteurs se déplaçaient dans le décor. Mhm. Et donc, bah, les plans parfois étaient un peu plus longs pour permettre aux acteurs en fait de changer de décor en direct Mhm. sans qu'on les voit en fait. C'est ça qui c'était complètement autre chose la télé à cette époque-là. Oui, donc l'épisode a été filmé en fait en même temps que Fear Her, plus ou moins. Il n'y a pas énormément de choses à dire non Ah, plus. moi j'ai 2, 3 petites choses quand même à dire, Ouais. notamment la grand-mère Oui, de c'est ça. Tommy, Oui, elle a joué dans Forest from the Deep. exactement. Donc ça fait partie de ces acteurs qui ont joué à nouveau aussi bien dans la nouvelle et l'ancienne série. Apparemment, Tenante était super content de voir des photos de production de Fury from Zombie qu'elle avait ramenées. C'est vrai? Ouais. Waouh! Tu m'étonnes. En Euh, plus, c'est un épisode perdu, ça, Forest from the Deep, je pense. Ou au moins partiellement perdu. Oui, c'est perdu. Oui, Ouais. oui, il est perdu. Parce que, ouais. Malheureusement, il y a comment des extraits en fait qui ont survécu grâce aux coupes de la censure australienne. D'accord. Alors, j'ai une sorte de petite privée de joke apparemment des... Je sais pas si c'est les décorateurs ou les scénaristes. La rue dans laquelle ça se passe s'appelle Florizel Street. Mm. Et en fait, c'est le nom qu'aurait dû porter Coronation Street. Ah, c'est vrai? Oui, Moi, je savais pas ça. voilà. Le fameux soap Voilà. d'ITV en plus. Oui. C'est Et pas la c'est BBC Coronation Street, c'est la chaîne adverse. Non, c'est la BBC, non? Tu confonds avec EastEnders? C'est Non, possible, EastEnders, c'est la BBC. Attends, 2 secondes. ITV, Ouais, oui, c'est tout à ITV, fait. c'est Ah oui, probable. alors, attends, il y a une erreur sur Wikipédia France.
Tu crois que ce serait EastEnders? Non, 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 c'est le nom original de Coronation Street, parce que Coronation, Florizel, tout ça. Ah oui, oui, Non, c'est d'accord. juste que sur Wikipédia France, ils mettent Coronation Street, entre parenthèses, une autre série de la BBC, alors que quand on clique dessus, c'est marqué ITV. Bon, Oui, c'est bref. ça, c'est bien ce qui me semblait, tu vois, Oui, c'est la bon, ça série va. adverse. Ça va, ça va. Et apparemment, à ce propos, justement, la blague sur Coronation Street a été mal reçue par les critiques, notamment du Guardian. Il y a pas mal de gens qui, en fait, ont trouvé cet épisode mauvais Oui, mais à j'ai l'impression l'époque. que c'est un peu un avis global parce que Oui, à euh, l'époque, je l'ai trouvé mauvais, et pourtant, maintenant, je l'aime bien. Je sais pas. ouais, je sais pas pourquoi les gens le trouvent mauvais. J'aimerais bien, dites-nous en commentaire si jamais vous avez trouvé mauvais cet épisode, pourquoi? Parce que j'aimerais bien savoir parce que je vois pas en fait ce qu'il y a de mauvais dans Ou cet alors, on épisode. est devenu plus facile avec le temps, je ne sais pas. Parce que, en fait, oui, c'est un épisode, effectivement, c'est pas. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens s'attendent à que ça explose tout le temps, que ça soit tout le temps extrêmement intense et. Alors que. Étonnant, t'as de très bons moments dedans d'ailleurs. Alors que parfois un bon épisode, c'est un épisode suffisant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et oui, Tennant a quand même de super bons moments. Il entre en mode berserk dès que Rose se fait choper. Hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus une seule chose qui peut m'arrêter sur Terre. Tada. Ah, et ouais, on ne parle pas tellement parlé du méchant, The Wire, le câble en le français. câble, ouais. Mais Alors, il est joué par une actrice quand même assez populaire en Angleterre. ah bon? Oui. Si je vous dis des programmes, ça vous dira absolument rien et je les connais pas donc je vais pas m'avancer à expliquer ce que c'est. Mais c'était vraiment une actrice assez populaire à cette époque-là. Très militante aussi. Maureen Lipman. Ouais. Apparemment, oui, oui d'ailleurs dans les critiques, il y en a qui disaient ouais, comment elle était pas tellement bien dedans. Ouais, je sais pas. Bah non, mais les critiques ont été dures sur cet épisode. Euh, Elle joue donc une speakerine à la base dont Elle était l'apparence un est. The Sweeney. Oui, elle est dans un épisode. Dont l'apparence est utilisée par cette entité qui s'appelle The Wire. Euh, et j'ai du mal à savoir. Après, ça me dérange pas, ça me choque pas. Mais en fait, j'ai jamais vu de speakerine en fait de la BBC de cette époque-là, donc je sais pas si ça ressemblait à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le logo chauve-souris Oui. qui est affiché sur les écrans, lui, n'était pas utilisé à la BBC à cette époque. Non, Il arrivait oui, apparemment c'est quelques mois plus tard. après, oui. D'ailleurs, chose assez marrante, c'est que les gens. Alors, déjà, ce logo-là, allez le voir sur YouTube parce que je pense qu'il y a des extraits de ce logo. Je crois que en anglais, vous pouvez le trouver sur BBC Indent Batwing. Et ce logo-là, en fait, déjà faisait extrêmement peur aux Britanniques à l'époque. Il a un Il a un côté petit un peu côté ouais, inquiétant, il a un hein. petit côté sinistre en fait. Et faut savoir qu'il y a trois disques qui tournent, qui sont en rotation au centre, parce qu'en fait c'était un props, c'était un truc physique, c'était pas un dessin animé. Oui, d'accord, il était filmé. Et tu sais quoi? Et ça c'est anecdote, attention, c'est anecdote qui vaut le gaïkas. En fait ce truc-là, il a fonctionné qu'une seule fois. Ils l'ont filmé une fois et Ils puis l'ont hop filmé là. une fois, il est tombé en miettes par le direct après. Donc c'est une boucle, hein. Oui, oui. Mais il a tourné une fois et il est tombé en miettes tellement il était fragile en fait le truc. D'accord, bah oui, on voit que c'est très très fin. Ouais, ça c'est l'horloge. Et le logo, en fait, faisait peur à l'époque. C'était parce que là, Marie est en train de le regarder. Oui, effectivement. Et le logo faisait peur aux enfants, apparemment, à l'époque. Il y avait des critiques dans la presse qui disaient ah, la BBC a choisi un logo très effrayant, en fait. Oui, je suis sûre que s'il y avait eu un Feld-up dans les années 80 qui dirait voici vos traumatismes d'enfance, il aurait fait partie de ces Exact, trucs-là. Donc, exactement. pour les jeunes qui ont grandi dans les années 50, quoi. Hein, c'est fort possible. Et le Feld-up des années 90 aurait parlé plutôt de la petite fille et de son clown. Exactement. Alors, je vais rajouter une anecdote avec ça, parce qu'il y en a un petit peu plus. Alors, je vous le mets quand même, ma De petite quoi dame. avec le Batwing, là? Non, non, mais sur la BBC. Ok, Allez, vas-y, allez. ouais. Il y a un petit peu de drame, je vous le rajoute. D'accord. C'est pour moi. Ah, merci. Donc, la BBC donc, ne diffusait pas en permanence à cette Mhm. époque-là non plus. Les programmes, je crois, commençaient à 14h. Mhm. À vérifier, parce que je voulais vérifier avant d'enregistrer ce Gaïcast et puis j'ai pas eu le temps finalement.
Et donc, quand la chaîne s'arrêtait le soir, Oui. la dernière image que les spectateurs voyaient en fait sur leur télé, c'était Big Ben, Tin, qui tin, sonnait en fait, tin, qui sonnait tin, Mais en fait, tin. c'était pas Big Ben. C'était une maquette. Oui, c'était exactement une maquette qui s'appelait Little Ben, Oui, ça me semble logique. littéralement, Oui, qui est parce aussi. ils allaient pas avec avec Ah, une c'était grande pas. échelle filmer Big Ben de la manière dont ils le Ah bah filmaient. déjà, ils Genre, pouvaient pas le voir d'Alexandra Palace, et puis non. surtout, bah, ça filme en fait l'horloge, enfin le cadran en gros, donc c'était Oui, impossible pour non. l'époque, grosso modo, d'envoyer quelqu'un de... exactement. Bah alors, le truc incroyable, c'est déjà que c'est une maquette qui existe toujours et qui est maintenant entreposée dans un musée. Je crois pas qu'elle soit accessible au public, donc, mais il y a de très belles photos sur Internet. Et les anecdotes assez marrantes à savoir, c'est que de un, il y a une autre horloge qui s'appelle Little Ben qui se trouve près de la City. On est passé à côté, mais c'est pas du tout la même. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est celle-là, mais en fait pas du tout. Ok. Mais l'autre anecdote géniale, et j'ai essayé de la faire vérifier par des personnes qui ont travaillé à la BBC, mais en fait je n'ai pas croisé de personnes assez vieilles pour travailler à la BBC. Donc À cette époque-là. voilà, à cette époque-là, Little Ben était stocké à Lime Grove. Oui. Je crois pas que Little Ben apparaissait à la télé à l'époque où ils étaient encore qu'à Alexandra Palace. Mhm, Mais donc, elle a été stockée à Lime Grove dans un studio dédié. mhm. Et le chef de plateau demandait littéralement à tout le monde quelle était l'heure. Parce que à cette époque-là, tu n'avais pas l'heure par satellite qui était automatique sur ta montre Ah ou ben sur ton non, 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 smartphone. il faisait il faisait la moyenne, c'est ça? Il faisait la moyenne. Ok. Donc, l'heure qui était affichée à la télé n'était de toute manière jamais l'heure réelle. Ok. Parce que grosso modo, le chef de plateau demandait à tout le monde quelle est l'heure. Il faisait la moyenne. Oh bah il doit être cette heure-là. Et il y avait un décalage entre le moment où il le faisait. Il faisait en sorte de le mettre en avance en fait pour le Oui. filmer, pour tout ça, pour préparer. Mais donc Little Ben, ça c'est marrant. Je n'ai pas vu de vidéo d'archives de Little Ben. Je sais juste qu'elle existe, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui a été sauvegardé, Non. dans le sens où, de toute manière, l'enregistrement des programmes de la BBC n'était pas systématique sur bande, comme Non. c'était le cas, Puis euh, bon, il le faisait tous les et jours, sur donc il se pellicule encore disait moins. pas spécialement, ouais, faut le garder, quoi. Ouais, en fait, il y a plein de trucs que la BBC ne gardait pas parce que vous ne voyez pas l'intérêt, quoi. C'est comme, bah, je veux dire, j'imagine qu'on ne garderait pas la météo, par exemple. Oui, c'est ça. Nous, à l'INA, on garde la météo, tu vois. Il y Oui, a tout, maintenant, tout oui, oui, maintenant qui est tout enregistré ça. parce qu'il y a la possibilité. Mais à cette époque-là, Non. ils imaginaient même pas. Le... C'était tout récent, ne serait-ce que de pouvoir enregistrer sur bande, Oui. donc imaginez bien. Enfin voilà, ça c'était les dernières anecdotes, c'était le petit rab. Je pense qu'on va finir le portrait de la semaine, le sujet de la semaine là-dessus, à moins qu'il y ait Oui. quelque chose d'autre à dire sur Non, l'épisode. pas spécialement. Ouais, Et dans quelques instants, votre portrait de la semaine. exactement. Pour le portrait de la semaine, on a longtemps réfléchi à ce qu'on pouvait faire, et on s'était dit que c'était l'occasion idéale de faire le portrait de la personne la plus importante à la télé. Voilà. Bah, du coup, ce n'est pas une personne, c'est C'est pas une l'invention. personne, c'est l'invention de la télé. Alors on vous le dit tout de suite de préambule. Ce n'est pas... ce qu'on va vous faire, ce n'est pas un truc Parfait. ultra poussé, ultra détaillé. Non. Parce que, alors, c'est pas parce qu'on ne connaît rien, on n'a pas juste la page Wikipédia. C'est de juste faire. qu'il faudrait faire, en fait, si on voulait faire une histoire de la télévision anglaise ou de la Ouais. télévision en général, il faudrait faire une série de podcasts Oui, c'est ça. de plusieurs heures à chaque fois. C'est très très compliqué et vous allez comprendre très vite pourquoi. Parce que, en fait, quand on parle de la télévision, en fait, on fait énormément de raccourcis, ce qui est nécessaire. Mhm. On fait, parfois, je pense que même beaucoup de gens n'ont que les raccourcis en tête et donc ne connaissent Oui, pas vraiment la... c'est un peu cette idée de de simplifier pour que ça soit compréhensible pour tout le monde Ouais. et pas imbuvable. Voilà. Et donc là, on va essayer de vous expliquer déjà sans vous endormir pourquoi est-ce que c'est plus compliqué qu'on ne le pense la création de la télé. Avec quelques petites anecdotes vraies Oui. et sympas et intéressantes. Et peut-être qu'un jour,
dans le futur, on fera une série de vidéos dans ce cas-là, Sur ça, oui. sur la télé anglaise. Il y a déjà une chaîne YouTube qui fait beaucoup de vidéos sur la Oh télé oui, française oui, et qui oui, est très très intéressante. intéressante, notamment sur la manière dont les différentes chaînes françaises ont été créées. Mhm. Après Il la s'appelle privatisation de l'ORTF, en fait. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Il a fait tout un cycle avec Lina qui était vachement Ouais, intéressant. c'était Ça fait super. longtemps qu'on l'a pas regardé d'ailleurs. Oui, bah parce que YouTube ne nous donne pas toujours en avant. Vas-y, commence à parler et Ouais. je vais essayer de retrouver le nom de ce youtubeur. Mais donc, la création de la télé, Doctor Who en a déjà parlé plus ou moins, en particulier dernièrement avec l'épisode The Giggle. Mhm. Ce qui est- Ludovic B. Ludovic B, c'est ça, exactement. Il a fait beaucoup de vidéos, donc allez voir sa Pourtant, on chaîne. a abonné. Ouais. Non, mais c'est normal, c'est YouTube, hein, cherche pas. Hein. Mais il a fait plein de vidéos que j'ai pas vues. Ouais, mais c'est YouTube, t'étonnes pas, c'est YouTube, il te met pas en avant les trucs que t'es abonné en fait en Oui. ce moment. D'accord. C'est Donc, l'algorithme comme ça. n'hésitez pas à nous suivre sur Discord où nous postons systématiquement les vidéos que nous faisons. Voilà. Ouais. N'hésitez pas donc à nous suivre ailleurs que sur YouTube aussi et sur YouTube. Comme ça, vous avez droit à tout. Voilà. Et on prépare plein de trucs très cool. Oh oui. Donc la création de la télé, en particulier la création de la télé en Angleterre, est assez complexe. Et en fait, il faut partir du principe qu'aucun pays n'a développé la télé de la même façon. Mhm. Qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui a créé la télé, que ça n'a pas été quelqu'un a créé la télé, puis ça évolue. Et oui, c'est ça que la télé n'avait pas sorti d'une seule fois. Et il y a eu plusieurs télés qui ont été créées Ouais, aussi. voilà, je vais revenir dessus dans l'ordre, parce l'ordre, que c'est ouais. vraiment compliqué. Parce que, en fait, dernièrement, on a acquis une série de bouquins qui est très importante d'ailleurs sur la culture. On les a même pas encore tous. Hein. On les a même pas encore tous parce qu'ils sont assez chers. En fait, c'est une série de bouquins qui s'appelle L'histoire de la diffusion dans le Royaume-Uni par Asa Briggs. C'est en 5 volumes, donc ça va de la création de la télé et même en fait création de la radio et de la BBC en 1896. Non, en fait, exactement, c'est plus tard que ça, BBC, mais ça commence en 1896 en tout cas. Et ça finit en 1974. Alors Et- pour l'histoire, le baron Briggs, c'est un historien spécialisé à la base dans la période victorienne qui par la suite a fait énormément de recherches sur plutôt l'histoire contemporaine. Oui. Voilà. Et qui a sorti énormément à la fois de livres universitaires et de vulgarisation. Plutôt de la semi-vulgarisation parce que effectivement ce sont des livres édités chez Oxford. Là, Mais ça reste des bouquins pour étudiants. Voilà, c'est ça. Donc, ça serait vraiment. C'est pas le genre de bouquin que tu vas lire tous les jours pour Pour te détendre. pour te détendre. Mais c'est pas destiné uniquement à un tout petit. C'est pas une espèce d'étude, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais ça reste des sommes. Ah on oui, va oui, dire. ces 5 livres-là sont vraiment la référence dans le domaine. Mhm. Et on va essayer de prendre un peu dans l'ordre parce que lui-même, quand il a commencé ces bouquins-là, il avait du mal à un peu situer l'origine, le point de départ de tout ça parce qu'en fait, là, comme vous allez le voir, la télévision, c'est comme la radio. Il n'y a pas vraiment un point de départ. Ouais. C'est une succession d'événements qui ont fait que ça s'est développé dans un certain sens. Voilà. Parce que par exemple, la radio en soi, c'est à la base l'évolution du morse Ouais. et de l'envoi de messages par signal électrique. Mhm. Puisqu'il y a eu d'abord le développement du morse par câble électrique, Mhm. mais aussi on a Les essayé télégrammes. voilà, le télégramme, mais on a essayé aussi de le développer par onde. Oui. Et c'est par l'intermédiaire de cette évolution-là que la radio est née. Mhm. Parce que comme on a vu qu'on pouvait transmettre un signal électrique par les ondes à de grandes distances, Oui. on a commencé à comprendre qu'on pouvait aussi transmettre d'autres informations par l'intermédiaire de ces ondes. Oui, et Et avant même, d'ailleurs, qu'on se rende compte qu'on pouvait enregistrer le son, en fait. Oui, avant même. Mais Ouais. d'ailleurs, c'est très marrant, c'est de savoir qu'on savait diffuser le son avant de pouvoir l'enregistrer. La télé aussi. On a longtemps su diffuser de la télé Oui. avant même de savoir enregistrer. Tout comme on a inventé les motos avant d'inventer les vélos. Ah, c'est génial ça. Oui. C'est absolument Oui, génial. non, c'est vrai. Les motos sont plus anciennes que les vélos. Oui. Et donc, la télévision, en fait, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment eu une seule invention de la télé. C'est pas un gars qui est arrivé avec sa télé telle qu'on la connaît, carrée, avec le tube Mhm. cathodique. Pas vraiment. Parce que les premières inventions, vous l'avez vu d'ailleurs dans l'épisode The Giggle, Oui. on parle de John Logie Baird, Mhm. qui est
souvent considéré comme étant l'inventeur de la télé, mais c'est un titre un peu tronqué. C'est un Oui. titre un peu fausse en fait, qui trompeur. Mhm. Parce qu'il a inventé, en fait, un système de télé Qui n'a pas duré. qui n'a pas duré, en fait. Et encore, son système, c'était pas lui qui l'avait totalement inventé. C'est ça aussi la particularité, c'est qu'en fait, lui-même s'est basé sur d'autres inventions. Mhm. Et sa première Oui, comme télé... beaucoup d'inventeurs finalement. Oui, voilà. Il a amélioré quelque chose. Il a pris un truc qui existait, puis il l'a amélioré, il l'a fait. Ah ben, si on l'appliquait à ça, qu'est-ce que ça donnerait? Exactement. Donc, en fait, alors, pour prendre les choses en tête, on va rester assez global. C'est-à-dire je vais parler de John Logie Baird, de l'américain Farnsworth qui a inventé plutôt notre télé avec le tube cathodique. Mhm. Je vais rapidement parler du japonais, donc j'ai oublié le nom, si tu arrives à le retrouver, parce que je Si, sais si. qu'il y a un japonais qui a Je l'ai fait à peu retrouvé. près à la même date, en fait, lui-même aussi sa première diffusion de télé. Et par la suite, on va développer là-dessus. Parce que si on commence en fait à citer toutes les personnes qui ont inventé chaque élément de la télé, on n'est pas arrivé. Non. Mais grosso modo, John Logie Baird, la particularité de Baird, c'est qu'effectivement, il a développé un système de télé mécanique. On appelle ça télé mécanique. Parce qu'en réalité, ce n'était pas un tube. Si vous avez une vieille télé chez vous, parce que maintenant avec les écrans plats, on a du mal à se rendre compte. Mais les télés, on utilisait. Kenjiro Takanaganagi. C'est ça, exactement. En Donc, 26, lui. ouais, même période en fait. Ouais, Pour c'est le ça, même c'est vraiment la même. Farnsworth, c'est 27, quoi. moment. Ouais. Et encore, en fait, c'était 26 aussi, tu vois, Ouais, c'est juste le temps qu'il le fasse. Quoi. Et oui, et honnêtement, à ce moment-là, entre le Japon et enfin, ils se parlaient pas spécialement pour se dire Ah, Oui, littéralement. Kenjiro, tu devineras jamais ce que j'ai découvert. Ouais, Non, c'est juste qu'ils littéralement. ont découvert le même, ils ont fait le même truc au même moment Exactement. parce que ça a été le moment où la technologie était suffisamment avancée pour que ça pop. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, John Logie Baird a développé un système de télévision qui utilise en fait un disque rotatif. Un disque rotatif sur lequel il y a une série de trous carrés. Mhm. Pour qu'il y ait des détails. Si tu fais des trous ronds, en fait, c'est une moins bonne définition. Ok. Et en fait, derrière le disque, il y a une lampe. Mhm. Le disque tourne, donc on voit au final, si la lumière est simplement allumée, tout ce qu'on va voir, c'est, s'il tourne rapidement, on va voir que des lignes blanches, en fait, sur Ouais. une petite surface. D'ailleurs, les lignes sont pas horizontales, mais verticales. Verticale, exactement, parce que le disque tourne. Et en fait, en faisant varier la lumière en fait derrière ce disque, ça permet de modifier l'état en fait de chaque ligne, Oui. qu'elle soit plus ou moins éclairée. Et si tu fais ça en envoyant un signal précis qui est même issu, pour résumer, de l'autre côté, on a, disons, aussi un disque qui tourne avec des trous, mais au lieu qu'il y ait une lampe d'un côté, c'est un capteur qui reçoit la lumière. Et en fait, de l'autre côté, on a une personne qui est éclairée fortement. Mhm. La lumière qu'il émet est captée par le capteur qui est derrière le disque. Oui. Et comme c'est aussi derrière un disque, ça découpe en fait l'image pour le capteur. D'accord. Et ça retransmet la lumière, le clignotement de la lumière de l'autre côté. Et l'image est d'une certaine manière reconstituée parce que le disque lui aussi Oui. tourne de la même façon. Et voilà, on a Ouais. l'image qui se Il existe des reproductions de ça, mais on n'a pas d'enregistrement On n'a pas- des enregistrements d'époque. On n'a pas d'enregistrement d'époque, mais on a des reproductions, puisque c'est une technologie qui existe. Mais les originaux ont brûlé, il me semble. Et Oui, je parce expliquerai qu'il pourquoi. fallait- C'est chaud. Non, c'est autre chose. Ah. Donc, John Logie Baird a développé ce système. Il a fait ses premières démonstrations justement aux alentours de 1926. Même parfois un peu avant. Mais surtout, la particularité de ce système-là, c'est qu'au départ, c'était par câble. C'était transmis par câble. Oui. Il n'y avait pas de transmission par onde. Et c'est qu'à par la suite qu'il a développé par transmission. Mais pour ça, en fait, il avait besoin de ce qu'on appelle une licence officielle, un transmetteur de la BBC. Mhm. Parce qu'à l'époque, en Angleterre, et c'était le cas aussi en France, la diffusion radio était quelque chose qui appartenait à l'État. Oui. C'était le cas en Belgique aussi. C'était le cas en Belgique, c'était le cas à peu près partout. C'était quelque chose qui était fortement contrôlé, parce qu'on était encore au tout début de la diffusion radio, donc il y avait que très peu de programmes, il y Mhm. avait très peu de radio. La BBC, d'ailleurs, à sa création, a été créée par différents groupes, majoritairement des journaux, Mhm. enfin des groupes qui détenaient des journaux,
pour éviter que le journal en fait ne perde en vente Le pâtisse. et Oui. garder le contrôle en fait sur la diffusion radio. Il fallait pas que, par exemple, ça prenne le dessus sur le journal. Oui. Parce que si à cette époque-là, on éditait un journal 3 fois par jour, Oui. littéralement. C'était encore à l'époque où tu avais un journal le matin, midi et soir. Mhm. Ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Oui. Ça n'existe plus Bah, du tout. c'était une époque où tu pouvais recevoir 3 fois le courrier dans la journée. Hein. Aussi, ouais. Donc, Donc ça, c'était tout à fait une époque. Donc la radio, quand elle est arrivée, elle menaçait déjà ce système-là, parce que la transmission de l'information était dans ce cas instantanée oui. et en temps réel. Mhm. Presque temps réel, parce qu'il fallait quand même que l'information se transmette de pays en pays quand même. Mhm. Mais Oui. en gros, l'information était transmise instantanément. Donc ces groupes de journaux, en fait, se sont réunis et ont d'abord formé la BBC, qui était la British Broadcasting Company. Oui. Et pas. Attends, British Broadcasting... j'ai oublié. Pas Corporation la Corporation, première oui, maintenant. fois La non, première, c'était la Corporation, et après, comme c'est devenu compagnie, non? non, c'est pas compagnie. Ah, mince. Maintenant tu me mets à Parce dos. que, en fait, ça a changé de. Oui, mais ça a duré, de en nom, fait, ça a hein. duré 4 ans. Ouais. Entre 4 et 6 ans, en fait, la BBC, au tout départ, quand elle a été créée, était privée. Oui. Ça, c'est génial de savoir ça. Ça appartenait pas du tout à l'État. C'était une espèce de consortium de toutes ces différentes entreprises. Et 4 à 6 ans plus tard, en fait, ils ont liquidé l'affaire. Et c'est devenu, en fait, la BBC est devenue publique, fondée Oui. par le gouvernement. Et dans le lot, en fait, il y avait la Post Office, parce que la Post Office était liée à ça, en fait. Mhm. Et c'est la Post Office qui gérait aussi les licences. Oui. Compliqué. Vous en faites pas, on a prévu de résumer ça dans des vidéos, parce que c'est vraiment un sujet qu'on a envie de traiter, mais c'est pas pour tout de suite, voyez pas ça avant la fin de l'année, je pense. Parce que c'est des sujets qui sont ultra complexes à résumer, et vous voyez déjà, en très peu de temps, vous êtes déjà perdu, je pense. Nous aussi. Nous aussi. Mais donc, quand John Logie Baird, en fait, veut commencer à transmettre par onde, parce qu'il veut développer son système, il se retrouve en fait bloqué par la BBC. Mhm. Alors ça, je le tiens d'un documentaire de la BBC, que j'aurais besoin de revoir, parce qu'il manque, il y a des informations que j'ai pas retrouvées ailleurs. Donc comme je suis encore en plus dans la lecture des bouquins d'Asa Briggs, je vais mettre du temps avant d'arriver là. Mais vraisemblablement, ce qui s'est passé, donc après 1926, on est là juste avant la Seconde Guerre mondiale, la BBC refuse de lui donner la licence, la possibilité de transmettre. Parce qu'il fallait une autorisation pour transmettre. Si tu transmettais, c'était bon pour être aller en prison. Enfin bref, Oui. c'était interdit de transmettre pour les particuliers. Il fallait une licence. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été en Allemagne. Ah. Avant la guerre. C'est gênant. Il a menacé en fait le gouvernement britannique, enfin il a un peu fait chanter en disant si vous voulez pas me donner de licence, c'est pas grave, moi je vais aller en Allemagne, apparemment ils sont en train de développer aussi un système, ils sont ok, je vais avoir à profiter de leur matériel, et vraisemblablement c'est ce qui s'est un peu passé. Alors le documentaire Oui. reste un peu vague parce qu'il rentre aussi dans d'autres détails là-dessus, mais Oui, et probablement tout parce que c'est dingue, je ne le savais pas avant, c'est que la propagande nazie a eu une chaîne de télé. Là, oui, exactement, mais je vais C'est- revenir là-dessus, parce que Ça, justement... c'est la chose dont je n'avais jamais entendu parler. c'est- Quoi. ouais, c'est ça. C'est quelque chose Après, il dont y a on parle très certainement peu. plus beaucoup de traces. Hein. Je suis pas sûr. Je pense qu'on en a quand même parce que c'est les nazis. Hein. Ils gardaient beaucoup. Oui. Ils ont brûlé beaucoup à la fin, mais c'est autre chose. Mais donc, finalement, la BBC l'a autorisé. Et juste avant la guerre que se déclare, il a commencé à émettre son système et à vendre sa propre télé. Mhm. Donc la télé, c'était une télé à disque, littéralement. Qui était d'assez bonne définition pour que ce soit commercialement viable, qui était utilisée, vendue en Angleterre contre une certaine somme. Il n'y avait qu'un seul fabricant à l'époque qui proposait ces télés, donc il n'y avait pas 36 choix, c'était un monopole. Et il transmettait depuis Alexandra Palace, Tout à fait. le premier studio de la BBC qui se trouve dans le nord de Londres. Et où se trouve d'ailleurs se passe l'épisode précédent. Enfin, l'épisode Oui, qu'on vient d'ailleurs, de où voir. se passe Ouais. exactement l'épisode. L'épisode dont on a critiqué au début de ce Gaïcast. Mais, entre-temps, en fait, en 1926, John Logie Baird n'est pas le seul à avoir l'idée de transmettre une image. D'ailleurs, c'est une idée qui avait déjà été expérimentée avant. Oui. Alors, toujours par câble, jamais par onde. En fait, c'est ça la grosse différence. Mhm.
puisque déjà des personnes, notamment les Russes, avaient développé un système qui permettait de transmettre des images sur un système à base de silicium, donc ça veut dire que c'était quelque chose qui était électroluminescent. Ouais. Enfin, pareil, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça, en fait, à chaque fois c'est la même idée, c'est juste l'exécution qui est différente. Oui. Et donc nous avons du côté des États-Unis, donc je vais reprendre son nom parce que c'est Philo Farnsworth qui en 1927 fait la démonstration d'une télé plus proche de notre concept de télé qu'on aura par la suite, puisqu'il utilise un tube cathodique. Oui. Que ce soit pour la réception, que pour pour filmer l'image en fait. Puisque ça Oui, utilise aussi un système. ce qui rend le système plus simple. Voilà, c'est un système beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus efficace. Parce que le problème de John Logie Baird, c'est qu'en fait, pour avoir une image super détaillée, et pour avoir une meilleure qualité d'image, il faudrait que le disque tourne à des vitesses qui sont honnêtement pas faisables. Oui. C'est le même principe que les tours dans les disques. Je parle des disques vinyles. Oui, C'est pas pour rien que les petits disques sont en 45 tours et les grands disques en 33. Alors que la taille est pas si différente, alors qu'il y a beaucoup plus de chansons sur le 33 que sur le 45. Un 33 tours tournera à 33 tours minutes, et ce qui sera donc plus lent, et le son sera donc de moins bonne définition que sur à 45 tours. Exactement. Donc c'était parfois plus intéressant d'acheter plusieurs 45 tours, sauf si toutes les chansons de l'album n'étaient jamais éditées en 45. Hein. Et c'est pour ça que les 45 tours sont en général de meilleure qualité. Et d'encore meilleure qualité étaient les maxi 45 tours aussi. Oui. Donc qui, en fait, pouvaient avoir des sillons de meilleure définition. Et c'est aussi pour ça que, paradoxalement, pour avoir déjà écouté personnellement des 78 tours sur un lecteur de 78 tours, donc sur une platine vinyle. Non, pas une platine vinyle, un gramophone, voilà. Gramophone. Sur un gramophone en état correct, Avec une bien bonne nettoyé aiguille. avec une bonne aiguille, le son du 78 tours, s'il est en bon état, est excellent. Ah oui, oui. Vraiment excellent parce que effectivement, il tourne beaucoup plus vite. Il a donc une meilleure qualité. Oui. Même chose pour l'image. Si le disque de la télémécanique tourne plus vite, il sera de meilleure qualité. Meilleure qualité. Pensez lorsque vous avez, vous savez ces petits livres qu'on avait quand on était enfant. Les flipbooks. Voilà, les flipbooks qu'on prenait avec le doigt et les pages se tournaient rapidement et on voyait un petit cheval avancer par exemple. Plus vous alliez vite, plus l'animation était fluide. Ouais. Ben, c'est ça. Il y a aussi une particularité entre 33 et 45 tours, parce que les gens, ça, ne le comprennent pas forcément, mais c'est aussi une guerre De format. de format, mais une guerre entre deux marques, en fait. Oui. Donc les 45 tours, c'est majoritairement américain, Oui. alors que les 33 tours sont majoritairement européens. Oui, d'ailleurs, c'était des 20 cm à l'époque, Ouais, les Européens. C'est ça. Donc, pour revenir, on a l'américain Philo Farnsworth qui fait exactement une démonstration aussi en public, qui donc présente son tube, meilleure qualité. Et en fait, il y aura une grosse compagnie anglaise. J'arrive pas à retrouver le nom, donc excusez-moi si je vous la donne pas. Un jour, on fera une belle vidéo et vous aurez Ouais. toutes les infos qu'il faut. Mais il me semble que c'est EMI, c'est une compagnie comme EMI. Il y aura RCA aux États-Unis qui va développer ça aussi. Mais en fait, en Angleterre, il y aura une grosse compagnie qui va développer en fait le procédé de Philo Farnsworth avec le tube cathodique. Mhm. Et donc, pendant une courte période, de plusieurs années quand même, les deux procédés, donc c'est-à-dire celui de John Logie Baird et celui de Philo Farnsworth, Mhm. seront utilisés et diffusés en même temps. D'accord. C'est pas les mêmes programmes qui Oui. seront diffusés. Parce que c'est pas possible. Parce qu'ils sont pas produits aux mêmes endroits, Parce ils qu'ils peuvent sont pas pas- être voilà. filmés en même temps parce qu'il faut pas les mêmes. Je veux dire, il fallait beaucoup plus d'éclairage pour ceux de John Logie Baird. Baird. Mais pour un tube cathodique de l'époque, pour la caméra de l'époque, il fallait aussi beaucoup de lumière. Ok. Ça change pas. Mais c'était pas pareil. Et tu pouvais pas mettre deux caméras les unes à côté des autres pour Non. filmer le truc. Mais par donc, contre, il y a eu des reproductions de pièces de théâtre du procédé de Logie Baird Mhm. qui sont assez marrantes parce que justement, comme la définition était vraiment. C'était la nuance de gris, mais très peu de nuances quand même. Donc, ce qui fait que les gens se plaçaient vraiment devant l'image. Oui. Et donc, il y avait tout un procédé, toute une chorégraphie en fait des personnes qui se plaçaient pour le moment où ils allaient parler. Oui. Et c'est assez intéressant les reproductions qui ont été faites. Parce qu'il y a, encore une fois, pas d'enregistrement, on est encore loin de la capacité. On pouvait enregistrer pour l'audio, mais pas pour la vidéo. Oui. Donc, les deux procédés... Ou alors, il fallait filmer avec des caméras de cinéma. Mais bon, oui, c'est ça, c'était pas, ce moyen. Et c'est quelque chose qui va arriver quand même assez vite. Hein. Oui. Mais on va revenir dessus, pareil, en temps utile.
Euh, donc, les deux procédés vont être utilisés par la BBC, un peu dans le principe de voir lequel va fonctionner le mieux. Même si, honnêtement, la BBC, apparemment, ne voulait pas vraiment du procédé Finance Source, non, de John Le Guibert, parce que justement, il avait été voir chez les Allemands. Oui, Et il y avait un petit problème à ce niveau-là. voilà. Parce qu'en réalité, ça s'est passé vraiment avant la Seconde Guerre mondiale, au moment où le nazisme Disons que commençait à si mes monter. souvenirs sont, c'était en 34. Et bon, en 34, Voilà, c'est quand même bon, moyen. voilà, c'était déjà le petit moustachu qui était à la tête de l'Allemagne. Ouais, et c'est quelque chose qui va faire un peu chier le gouvernement britannique, à tel point que Alexandra Palace va brûler. Étonnamment, c'est surtout ce qui, tout ce que John Le Guibert avait développé va disparaître. Mm. Étonnamment. Étonnamment. J'aimerais bien faire plus de recherches là parce que je l'ai vu que dans ce documentaire-là. C'est pour ça que je ne m'avance pas non plus comme étant la vérité absolue. Mais je pense que c'est le cas, sinon ce ne serait pas passé à la BBC. Mais grosso modo, ce serait le gouvernement serait derrière ça parce que justement les Allemands avaient un peu participé au truc. Ouais. Et c'était moyen à cette période-là. Et C'était pas la mode. les Allemands ont déclaré la guerre Oui. en 35. Non, En en 39, 39, pardon. oui. En 39. Et en 39, la BBC, de peur que les Le signal. émissions, Ouais. le signal ne permettent en fait aux Allemands de mieux aiguiller leurs bombes vers Londres, Oui. ils arrêtent de transmettre. Parce que entre 34, enfin entre 27 et 39, en fait, la télévision s'était développée en Angleterre. Tout à fait. Il y avait déjà des télés. Les gens recevaient des programmes, à tel point que quand la transmission s'est arrêtée à Londres, c'était un dessin animé de Mickey Mouse qui oui. était en cours de diffusion. Voilà, en fait, ils ont achevé le dessin animé, puis ils ont tout coupé. Oui, alors ce qu'on ne sait pas, c'est quel dessin animé. Non. On ne sait pas précisément. Il n'y en a pas On sait 36, juste que c'est un mais on sait cartoon pas, de voilà, Mickey, mais c'est pas un sinon, cartoon. On n'a pas d'enregistrement forcément de ce qui s'est passé exactement, donc on n'est même pas sûr qu'il y ait eu un message qui explique pourquoi, ou c'est juste arrêté. Mais dans tous les cas, la transmission en Angleterre s'est stoppée net pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a été le cas aussi dans la majorité de l'Europe, Oui. sauf en Allemagne. Oui. Puisqu'en Allemagne, ils avaient aussi développé leur propre télé, et c'était une télé nazie, hein, donc ils diffusaient de la propagande majoritairement dessus. C'est aussi quelque chose... Après, il n'y avait pas grand monde qui avait une télé. Hein, non, mais il y en avait quand même, tu vois. Les gens les plus riches. Pas autant que la radio, quoi, quand même, faut pas exagérer. Et c'est quelque chose auquel, c'est pareil, la télé allemande, je connais pas grand chose, parce que c'est quelque chose que j'ai en quelque sorte découvert il y a pas si longtemps que comme toi, et j'aimerais bien voir un peu ce qui s'est fait, et je pense qu'il y a des traces. Par contre, de l'autre côté de l'Atlantique, oui, ça, ils ont continué. ça, c'est les Américains, ils ont commencé, c'est pour ça que les Américains ont de l'avance, en fait, concrètement sur nous, sur la télé, même si maintenant ça se voit plus tellement. C'est parce que justement, pendant la Seconde Guerre mondiale, eux, ils n'étaient pas en guerre tout le temps, et ils ont pu développer leur propre système sans problème. Mais tu sais, l'arrêt de la diffusion de la BBC à cause de la guerre, c'est pas la première fois en fait que on a dû arrêter à cause d'une guerre la diffusion de quelque chose. Parce que figure-toi que la Belgique était assez pionnière au niveau radio, parce que c'est ce premier pays à avoir eu une vraie station de radiophonie. C'est pas chez nous qu'on a eu les premiers essais et tout ça, mais une station professionnelle, c'était au château de Laken en 1913. C'est où Laken ? Laken, c'est près de Bruxelles, et c'est là où il y a le château royal. Ah bah oui, effectivement, oui, c'est là où il y a, c'est pas loin de là où il y a l'Atonium. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est quoi où on va jamais. Ou très rarement. Et donc, le roi a effectivement le palais royal à Bruxelles, mais la vraie résidence royale, c'est le château de Laken. Et c'est là qu'il y a eu la première station, donc en 1913. Surtout sous l'impulsion de la reine Elisabeth, qui était une grosse fan de musique. Vraiment, elle a un concours international à son nom, c'est pas pour rien. C'est vrai ? Oui, concours reine Elisabeth. Sans déconner. Non, mais c'est à tel point que chaque année, c'est les Japonais qui gagnent, de toute manière. Ah ouais, tiens, je non, quand je dis, j'exagère c'est de la danse un classique, petit peu. alors. Non, c'est de la musique classique. Ah oui, et en fait, donc ça peut se comprendre. Je t'explique, chaque année, j'exagère avec les Japonais, hein, mais chaque année, en fait, c'est une discipline différente et ça tourne. Ouais. Donc, il y a le chant, il y a le violon, il y a le piano, j'ai oublié les autres. Mais bref, ça tourne. Et en fait, c'est grâce à cette installation-là, parce qu'il y avait un endroit avec un orchestre,
qui a eu les premiers concerts diffusés en Europe. Mhm. Voilà. Malheureusement, l'année d'après, nous le savons, Ben, il y a la guerre. il y a la guerre, et c'est le roi lui-même qui a ordonné de dynamiter l'entièreté de la station. Pour éviter, donc, éviter effectivement d'abord d'avoir des interférences, mais surtout que le matériel tombe aux mains des De Allemands, l'ennemi, ouais. parce qu'effectivement on s'est fait rouler dessus, donc le château a été très vite pris. Enfin, je veux Par dire, les Allemands, oui. il n'y avait plus que la plaine après l'Isère qui était libre. Mhm. Donc, Oui, ça a été très rapide, l'Allemagne. c'était très rapide, donc tout a été abandonné, et c'est le 19 août que tout a sauté. Donc ce n'est pas la première fois qu'on doit faire tout sauter pour une guerre. Mais heureusement, la radio anglaise, par contre, a survécu à ce moment-là. Oui. C'est ce qui a été très important d'ailleurs, la radio anglaise. Je parle en 45. Hein, Oui, mais en ça a été 40-45, très important oui. pendant la guerre parce que Oui. toutes les radios françaises, Oui. luxembourgeoises, en fait, étaient. Aux françaises, belges aussi. Ouais. La radio belge pendant la guerre, c'était Samoyed. Ouais. C'était le code Samoyed sur la BBC. La France, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est lors de la... C'est à la BBC qu'il y a eu énormément de... Les discours de De Gaulle. Les discours de De Gaulle et aussi des messages de la résistance. Mm. Le sanglot des violons de l'automne, etc., etc. Le chat est dans la chatière. Oui, ça, je pense que c'est plus un cliché Le qu'autre chat chose. est dans la chatière. Le lait a été livré. Oui. Après, la diffusion de la BBC en France, on peut se dire, oui, c'est ce qui est... Tout le monde l'écoutait, mais non, en fait, c'était extrêmement difficile parfois de capter la BBC, même pendant la guerre. Mais par contre, il y a beaucoup d'îles bretonnes, Oui, notamment, qui avait accès facilement. qui avaient beaucoup plus accès facilement, et les côtes en général avaient accès facilement. Et d'ailleurs, ça a donné une phrase assez célèbre de De Gaulle lorsqu'il a vu arriver, il a fait son l'appel du 18 juin, et qu'il a vu arriver en premier des dizaines et des dizaines de gens d'une île en particulier bretonne. Et il les a regardés, il a dit quoi, la moitié de la population, la moitié des Français de Saint, je me demande si c'est pas l'île de Saint, je suis pas sûre. C'est... Vous venez tous du même endroit, en fait. Mais en fait, c'était quasiment les seuls à avoir, à avoir entendu. Oui. Parce qu'on dit, oui, c'est l'appel du 18 juin, mais quasiment personne l'a entendu. En fait, il l'a refait plusieurs fois. Et là, Après, ça a tout le eu un monde peu les plus gens d'impact, mais il y a quasiment que les Bretons Ouais, qui ont eu sachant le que premier la appel. radio à cette époque-là, c'était les grandes ondes. Oui, Qui maintenant, il n'y a quasiment plus rien sur les grandes ondes, puisque ça a été remplacé par... les canaux sont maintenant utilisés par tout ce qui est Wi-Fi et 4G, je crois. oui. Enfin bref, maintenant c'est plus utilisé par la radio. Et il y a très peu. Maintenant, il faut avoir un poste puissant, hein, parce qu'on ne peut pas écouter ça maintenant avec une radio classique. C'était l'île de Saint. C'est ça. L'île de Saint est le quart de la France. C'est ce qu'il a dit. Et Parce c'est- que le quart des gens qui sont arrivés, c'était des gens de Saint. Enfin, tout ça pour dire, les longues ondes, maintenant, il n'y a quasiment plus rien. Il faut vraiment avoir un poste radio professionnel pour capter Oui. quelque chose en longue onde, donc qui est à l'autre bout de Oui. de la Terre, quoi. Quasiment. D'ailleurs, ce n'est pas ce n'est pas réservé. Donc, je parlais de la BBC, 10 juin, tout ça. Niveau radio, on va quand même terminer un petit peu sur la radio et la télé, notamment. Il y a beaucoup de stations radio qui étaient écoutées en Belgique, mais qui venaient de France. C'est là d'ailleurs la même chose pour la télévision. Beaucoup de stations avant que la télévision belge ne se lance, parce que on s'est lancé très tard, on s'est lancé en 53. C'est vachement tard. Mm. C'était les émissions de Lille qui étaient principalement écoutées jusqu'à Bruxelles, enfin vues jusqu'à Bruxelles, parce que il y avait pas de télé en Belgique, mais les gens avaient déjà quand même commencé à acheter des télés. Et les gens riches quand même. Oui, les Parce que gens voilà, riches, c'était ça quand coûtait même... cher une télé. Oui. Et ils allaient les acheter en France en général. Bah oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et dans les années 70, après, il y a eu beaucoup de radios pirates. Qui était. Parce qu'en fait, Qui venaient, en France, ouais. c'était pas possible de diffuser une autre radio Oui. jusqu'à une certaine période. C'était En aussi Belgique quelque chose qui aussi, était bloqué. Et il y a beaucoup de radios, en fait, qui étaient autour de la France. Tout à fait, notamment dans la... Radio Luxembourg. Oui, il y avait Radio Luxembourg, mais il y avait aussi toutes les radios qui étaient dans la Manche. Oui.
comme Radio Caroline, qui Radio était Caroline. très écoutée en Belgique. Qui est en Angleterre aussi. Oui, et aussi dans les côtes françaises. Ouais. Une radio pirate qui diffusait du rock, parce que la BBC n'aimait pas encore à cette époque-là Non. diffuser du rock. Voilà, donc revenons peut-être sur la BBC. À la télé, et ça tombe bien que tu finisses un peu sur la radio, parce que on va parler d'un truc qui est peut-être pas clair pour beaucoup de gens, parce que à l'heure actuelle ça n'existe plus, en tout cas en France il n'y a plus de redevance télé. Mhm. Moi je ne l'ai jamais payé, et En Belgique, il y en a toujours une. il y en a toujours une en Belgique. Ah non, je pense Non, qu'elle elle vient. existe Non, elle a commencé à exister. Elle s'est arrêtée quand tu es venu t'installer. Je Idem. pense que la première année, t'as dû le payer. Mais ensuite, tu ne l'as Je pas crois payé. que oui, Ouais. je l'ai payé une seule fois. Ouais. Effectivement, maintenant que tu me le dis, je l'ai payé une seule fois, c'était dans mon petit appartement. Oui, Effectivement, j'ai été taxé qu'une seule fois pour redevance télé c'est en quand même Belgique. une grosse blague parce que tu n'avais pas de télé. Et tu l'as payé quand même. Je sais plus Tu pourquoi, pouvais, mais il y avait une... pouvais te justifier en disant que tu n'avais pas la télédistribution et Non, je tu crois... t'es dit, bon, bah ok, tu l'as payé. non, je crois qu'il y avait une raison pour ça. Parce que tu avais un écran d'ordinateur. Je crois que Ouais, oui, c'est il y possible. avait une raison. Ou alors j'ai été suffisamment bête et j'ai payé une taxe que j'avais pas besoin de payer. Mais tout je cas- crois que c'est la dernière année où il l'avait fait. En tout cas, en France, c'est pareil, moi je ne l'ai jamais payé parce qu'en fait, c'est par ménage. Et comme j'ai eu une télé au moment où j'habitais encore chez ma mère, Mhm. bah, ma mère payait déjà la redevance. Oui, Donc j'avais pas besoin de la payer. oui. Puisque tu peux avoir autant de postes que tu veux. Mhm. En France, en tout cas, tu pouvais. Parce que maintenant, il n'y a plus de redevance télé en France. Mhm. hein. En Angleterre, par contre, la redevance télé existe toujours. Et pour revenir un peu là-dessus, à la base, la redevance, la license fee, c'était pour la radio. Oui. Donc, les gens devaient payer 10 shillings à l'époque pour pouvoir écouter la radio. D'accord. Alors, figure-toi que c'était pas juste un truc dans le vent, si vous payez pas, il y a personne qui vérifie. Au contraire, il y avait des appareils spéciaux dans des espèces de vannes avec des antennes spécifiques qui permettaient de capter. En fait, c'était C'était le assez. flicage. Ouais, non, il y avait un flicage et c'était le cas en France et en Belgique aussi. C'était Mm. assez ingénieux parce qu'en fait, c'était un espèce d'émetteur qui émettait un signal spécifique qui était capté par la radio avoisinante et Oui. qui était renvoyé. Renvoyé, oui, Donc ce qui d'accord. fait que tu savais, ça faisait une espèce d'écho et tu savais si la personne avait une radio chez lui ou pas. D'accord. Donc c'était vérifié. À partir après la guerre, en fait, donc en 1949, Mhm. la license fee s'est étendue à la télé. D'accord. Alors, j'ai quelques petits chiffres, merci à Zabrix. Puisque en 55, par exemple, on avait 9 476 730 licences pour la radio Mhm. et 4 503 766 pour la télé. Télé et radio, pardon. Oui, télé et radio. Ah oui, Donc d'accord. il y a 9 millions, c'était seulement la radio. Ouais. Et la télé et radio, c'était 4 millions et des. C'est dommage qu'on n'a pas les chiffres de avant 53 parce qu'on aurait vu le bon en fait. En fait, je crois que ça doit être dans un autre des bouquins. D'accord. Et comme les bouquins ils sont vachement lourds, fouillés, je pense que ça doit être quelque part. Mais la licence pour la radio, en fait, a été abolie en 71. Donc maintenant, tu peux écouter la radio sans avoir à payer une licence. Ok. Mais la télé, c'est encore le cas. Dernièrement, elle a toujours posé problème parce que les gouvernements avaient tendance à la geler, surtout le gouvernement de droite, les Tories, Mhm. qui fait que ça a pénalisé en fait le financement de la BBC, Oui, obligatoirement. c'est logique. Parce que contrairement en fait à beaucoup de pays où la licence, la redevance en fait c'est 30-40% peut-être du financement de la chaîne publique, du réseau public. En Angleterre, pour la BBC, C'est la quasi-totalité. c'est presque 80%. Ouais. Et en fait, le complément se fait par BBC Enterprise, Oui. qui est maintenant BBC Worldwide, enfin BBC Studio Work, parce que c'était BBC Worldwide aussi pendant longtemps. Donc c'est la vitrine privée en fait de la BBC. Mhm. Et surtout, contrairement à nos chaînes publiques, je pense à la RTBF chez nous ou à France Télévisions chez vous, la BBC ne diffuse toujours pas de publicité. Non, N'a bah, aucun non, revenu il y a toujours pas de publicitaire, publicité. ce qui est le cas. Pourtant, c'est le cas chez nous, quoi. Ouais. Donc la chose, c'est qu'après la guerre, donc la télé reprend. Mhm. La BBC recommence à émettre après 45. Ça reste confidentiel. Hein. Ça reste encore confidentiel à ce moment-là parce qu'il y a encore assez peu de gens qui ont un poste de télé. Et bon, c'est l'après-guerre, donc il faut le temps que les gens ils se Oui, reconstruisent c'est un peu. Quoi. Pas C'est la priorité. c'est on pas va la dire. priorité.
Mais les diffusions recommencent. La légende veut que le speakerine, enfin, ou le journaliste qui reprend la première émission dit désolé pour cette petite coupure. Mais ce n'est C'est pas une vrai. légende. C'est une légende, c'est pas vrai. C'est pas du tout ça qui a été dit. Je crois qu'il y en a qui disent que c'est le dessin animé aussi qui a été diffusé, mais je crois que c'est pas vrai aussi, parce qu'on ne sait pas vraiment quel dessin animé c'est de toute façon. Je ne sais plus exactement ce qui a été diffusé. En tout cas, la télé a repris et il y a eu un. Durant les années qui suivent, en fait, la télé était regardée, mais c'était la radio avec des images. Oui, Le média maître en c'était la Angleterre, radio. c'était la radio. Tout le monde avait son poste Et le de journal radio. papier. Alors, petit détail, petite information aussi qu'on n'a pas dit, c'est qu'à l'époque, les Anglais appelaient ça le wireless Oui, pour désigner la radio, donc le sans sans fil. fil. Et vraisemblablement aussi en France, on appelait ça le sans filaire. Je l'ai déjà vu passer comme Ah mot. oui, effectivement, c'est un mot que je connais. J'ai déjà vu passer ce mot, donc on appelait ça la radio en fait sans filaire, parce que sans doute que la radio, le terme radio était utilisé aussi plutôt par armée. Oui, Et sans filaire, c'était un peu plus grand public, un peu comme d'accord. frigidaire. Frigidaire, d'accord, Voilà, ouais. c'est ça. Donc, il y a eu un événement chez les Britanniques qui a fait exploser Oui, la présence de la télévision en Angleterre chez les gens. Et on l'a vu dans l'épisode, oui, c'est bien le justement. couronnement. C'est le couronnement de la reine d'Angleterre. Voilà. J'ai un doute pour la date exacte, 53. mais c'est 1953. Ouais. Donc, à ce moment-là, la BBC aussi est un peu aussi en train de se métamorphoser. Mhm. Parce elle adaptait déjà des programmes, enfin des fictions, mais c'était principalement des pièces de théâtre. On en a parlé déjà dans l'épisode dans le sujet de la semaine. C'est 53, c'est aussi l'arrivée de The Quatermass Experiment, Oui. qui va chambouler la télé britannique. Et c'est pas un petit mot qu'on dit, ça va vraiment modifier la manière dont la BBC va Oui. commencer à réfléchir ses programmes. Oui, on va peut-être pas épiloguer sur On va pas Quatermass, mais épiloguer imaginez que jusque-là, tous les programmes étaient systématiquement, tous les programmes de fiction Mm. étaient des adaptations de romans, de pièces de théâtre, Mm. de pièces radiophoniques qui étaient déjà passées à la radio. Oui. Mais ce n'était pas des fictions écrites pour la Pour la télé. télé, exactement. Ce n'était pas, il n'y avait strictement C'était rien. des adaptations. Il n'y avait rien d'inédit, on va dire. Voilà. Et là, c'est la première fiction, en plus de science-fiction, mais c'est la première fiction tout court, écrite en premier lieu pour la télé. Alors, le producteur qui est derrière The Quatermass Experiment, j'en ai pas parlé dans le portrait de la semaine, mais non, dans le sujet de la semaine, mais le producteur qui est derrière The Quatermass Experiment, c'est un producteur très important, et j'avais le nom, mais je viens de le perdre. Zut. Ah, mais alors ça m'énerve quand ça arrive. Désolé, je vais rapidement regarder. En tout cas, il aura une importance capitale pour la BBC à l'époque parce qu'il va faire partie de ces producteurs qui ont produit beaucoup de programmes à succès, Oui. en fait. Mais quand je dis que beaucoup, c'est-à-dire qu'il va en produire beaucoup, notamment avec Nigel Neal. Oui. En gros, il aura compris ce que Nigel Neal était capable de faire et il s'est dit oh, celui-là, je vais pas le lâcher, je vais commencer à faire des trucs avec lui. Et il y aura d'ailleurs toute une série de programmes qui sont malheureusement perdus et qu'on ne peut pas voir, mais écrits également par Nigel Neal et qui suivront. Il y en a The Road, certains. notamment. Oui. On a une mini-série qui s'appelle j'allais dire The Abominable Snowman, mais je crois que c'est le titre C'est par du Rudolf film. Cartier. C'est Rudolf Cartier, voilà. Voilà. Ce producteur-là, Qui était un Allemand, d'ailleurs. ouais, il aura une importance capitale pour la télévision britannique parce que justement, il va produire beaucoup de programmes à succès. Il s'est barré parce qu'il a fui les nazis, en fait. Oui, il s'est enfui, quoi. Ouais. C'était pas un nazi. Donc, tout ça pour dire, il va produire avec Nigel Neal beaucoup de programmes. Je retrouve rapidement le titre parce que j'ai pas envie de dire une bêtise. Voilà, c'était The Abominable Snowman, voilà. En 1957, soit après Quatermass 2. Quatermass 2 qui est donc la suite de Quatermass Experiment. Il va aussi produire 1984.
La version 1984. La version de De Nage au Nage au Nil. Nil, Et oui. ça, c'est aussi une version très importante, Mhm. parce que c'est vraiment le début de la télé, et encore, c'est la télé qui n'a pas de budget. Oui. C'est la télé qui n'a pas de budget, mais qui est encore filmée en direct, Mhm. diffusée en direct. Donc, c'est-à-dire que les acteurs jouent sur scène comme s'ils étaient au théâtre, Mhm. sauf qu'ils sont dans des décors, et que au lieu d'avoir les spectateurs finalement devant la scène, Oui. les téléspectateurs sont devant leur télé. Mhm. Ce qui a une particularité, c'est que comme ils utilisent plusieurs caméras de télévision pour filmer ça, Mhm. ça permet de monter, d'avoir un enchaînement de plans, des Oui. gros plans, de mettre en valeur certaines choses. Ce qui est totalement novateur parce que les gens ne voyaient ça finalement qu'au cinéma encore à l'époque. Mhm. Le cinéma qui existait depuis le début du siècle. Donc c'était pas non plus. C'était pas comme s'ils découvraient le truc. Mais la particularité de la télé à cette époque-là, c'était que c'était encore une vision. Enfin, on pouvait imaginer que c'était l'évolution du théâtre plus que du cinéma. Oui. La télé à l'époque ne se voulait pas être le cinéma. Par contre, Non. le cinéma se sentait un peu menacé par la télé. Oui, tout Ah à oui. fait. D'ailleurs, il y a eu des lois, notamment en France, pour que il y ait certains jours où il n'y ait pas de film du tout qui soit passé au cinéma, à la télé, pardon, Mm. pour que les gens aillent au cinéma à Voilà, la c'est place. ça Voilà. exactement. En Belgique, on a fait le délire totalement inverse. J'ai On n'a appris, rien fait. on n'a rien fait, et j'ai appris récemment qu'il y avait une émission de cinéma dans les années 50-60 en Belgique qui diffusait carrément des films pas encore sortis au cinéma. Ah oui, 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 tu m'en avais parlé. Mhm. Alors, je vais te faire marrer un peu. Enfin, non, je sais même pas si ça te fait marrer en fait. Je ne sais pas. C'est juste moi qui trouve des anecdotes marrantes en fait, alors qu'elles ne sont pas. Vas-y. Ça, Donc, on pense au studio de Lime Grove. Mhm. Si, il y en a certains à qui j'ai déjà raconté ça, donc ils le savent peut-être un peu déjà, mais le studio de Lime Grove à la base c'était un studio de cinéma avant d'être le studio de la BBC Oui. où a été tourné Doctor Who en 63. Oui. Et ce studio-là a été créé rien que par les Français, par Gaumont. Oui. Voilà, en fait, ça a été racheté assez rapidement par la famille Auster. Donc le le studio en fait a continué à fonctionner pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je dirais pas sous les nazis, mais en fait c'était un peu spécial à cette époque-là parce que les films étaient en quelque sorte censurés, donc c'était un peu des films de propagande, mais pour les Anglais. Ah oui, d'accord, ok. Oui, 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 il y avait- Donc c'était un peu spécial le cinéma de cette époque-là, Oui. parce qu'en fait c'était des films qui essayaient de faire échapper les gens, Oui. de pas leur parler de la guerre, tu vois, c'était une sorte Oui, de il y divertissement avait de en pause. fait, il y avait des choses dont il fallait pas parler. C'est Oui, ça? Ok. exactement. Et c'est quand même Il y un avait une studio, censure quand même. c'est quand même un studio de cinéma qui a vu 4 ou 6 films de Alfred Hitchcock hein, Oui. dans sa période anglaise. Hein. Mhm. Donc c'était pas un petit studio. Et en fait, la famille Horster a une particularité, c'est que eux, ils voyaient les choses en grand. À tel point que quand la télé est arrivée, puisque la famille Horster possédait aussi des chaînes de cinéma Mhm. dans tout Londres. Et la particularité, c'est qu'ils ont diffusé la télé dans leur cinéma. Ah ouais. Ouais. Ah, Ils c'est avaient marrant ça. En fait, ils avaient. Je sais plus si c'est eux exactement qui l'avaient développé, mais en tout cas, ils avaient un système spécifique qui leur permettait de transmettre la télé en fait sur leurs écrans de cinéma. Alors, je sais pas quelle gueule ça avait. Parce que quand on voit la télé des années 50, Ça devait pas être très beau. ah, ça devait piquer un peu. Hein. Mais les écrans de cinéma et les salles de cinéma Étaient n'étaient plus pas petits, forcément oui. des énormes Mhm. salles. Ça dépend. Il y avait un peu de tout et surtout les écrans étaient relativement carrés. Mhm. Donc voilà, à l'époque, les gens étaient encore un peu méfiants. C'est vraiment le couronnement de la reine d'Angleterre qui a fait que la télé est vraiment apparue chez les gens. Oui. Parce que les gens se sont dit, je veux assister au couronnement de la reine Oui. d'Angleterre, donc je me paye une télé. Oui. Je me demande qu'est-ce qui a fait l'impulsion de la télé en France. Parce qu'en Belgique, je sais que c'est le mariage du roi Baudouin. Alors en France, ça a été un peu plus long. Enfin en tout cas, si je prends ma famille par exemple, Oui. c'est quelque chose qui a été moins instantané. Il y a pas forcément, je dirais pas qu'il y a forcément une date où là tout le monde s'est dit je vais prendre la télé. C'est quelque chose qui a été un peu plus sur le long terme parce que par exemple mes grands-parents qui ont eu la télé assez tôt, leur première télé c'était une télé à pièces. Ah oui, 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 c'est vrai, on pouvait louer Ouais. des télés comme En ça. fait, non seulement on pouvait louer des télés, mais en fait c'était une télé où tu mettais une pièce chez toi pour l'utiliser. Oui.
D'accord. Et ça paraît improbable à imaginer, mais c'est véridique. Mon père connaît la marque de cette télé, mais moi je la connais pas. Mais donc, il fallait mettre une pièce dans la télé pour regarder les informations, le programme, sachant que ça diffusait pas toute la journée. Mhm. Et t'avais un gars qui venait récupérer la monnaie une fois tous les X temps. Oui, oui, ça aussi on imagine assez peu, c'est que la diffusion au début n'était que de quelques heures C'était par pas toute la jour, journée. ouais. D'ailleurs, on a appris récemment que... Bah non, à la journée les gens bossent. Bah oui, c'est ça. Les gens dont c'était cette idée-là. C'était principalement l'après-midi plus la soirée. Oui. Et il y avait rien le matin, avant une certaine heure. Et on a appris récemment... Certains programmes pédagogiques étaient diffusés au matin parce qu'ils étaient parfois diffusés dans les écoles. Ouais. Donc, Mais c'est il y avait tout, des quoi. diffusions le Il matin. n'y avait pas de programme jeunesse façon Club Dorothée ou quoi. Non. Imaginez bien. On a appris il n'y a pas longtemps, justement, avant d'enregistrer ce segment, que la BBC aussi arrêtait les programmes spécialement pour que les parents aient couché leurs enfants. Oui. Oui, c'est vrai. Il y a jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs chaînes, Ouais. que ITV rentre dans l'équation, on va dire. Il y avait littéralement 1 heure complète le soir, entre 18 et 19h, je crois, Ouais. où il n'y avait pas de programme. Oui, c'était une pause. C'était la pause. Allez coucher vos gamins Voilà. et revenez après. Manger un bout, parce que bon, à l'époque, on mangeait pas encore devant la télé. Aller coucher, manger, et puis revenez. Voilà. Alors, en France, donc, ça a été assez progressif et surtout, comparativement, en France, on a eu d'abord la RTF qui est devenue l'ORTF, qui était la télévision publique. Sauf que la télévision publique, comparée à la BBC, est restée dominante jusque dans les années 70. Oui. Je ne sais plus la date exacte au moment où ça a été privatisé, mais l'ORTF est resté vraiment chaîne dominante à la télévision française pendant beaucoup d'années. Moi, il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est encore plus tard en Belgique. Ouais. Alors qu'en Angleterre, une des grosses particularités, donc faut s'imaginer qu'en 53, la BBC est depuis sa création le monopole de la télévision en Angleterre. Oui. Et ça commence à casser un peu les pieds. Mhm. Donc en 55, enfin dès 53 parce que ça a été un débat assez long, mais entre 53 et 55, il y a des discussions au niveau du gouvernement, il y a des études qui sont faites, et en 55 arrive la première chaîne privée anglaise, ITV, Oui. qui signifie Independent Television, c'est facile à retenir. Mais ITV, c'est un gros bordel pour comprendre exactement ce que c'est. Parce que maintenant, ITV, c'est juste une chaîne comme la BBC. C'est pas compliqué. Oui, mais à l'époque, Mais c'était en beaucoup plus 55, compliqué, les émetteurs étaient pas partout. Mhm. Donc en fonction où tu te trouvais en Angleterre, tu pouvais ne pas recevoir la télé. Donc la BBC avait ses propres émetteurs et il fallait qu'ITV ait ses propres émetteurs. Donc ITV était séparé en 3 régions. Non, l'Angleterre était séparée en 3 grandes régions. Et chacune de ces régions avait sa propre programmation. Donc Oui. nous avions Granada, nous avions ABC, non? ABC, Il y a Thames. Thames, et la 4e, parce qu'il y en a une 4e, c'était C'est rediffusion. LWT, Ah oui. qui était London Weekend Television. Oui, mais qui passait pas au même moment. Non, qui passait les week-ends. Parce Voilà. qu'en fonction de là où Les vous vous rediffusions, trouviez... c'était quoi? C'était Londres aussi. En fait, je crois que c'était la chaîne... Rediffusion à la semaine et le Non, titre. alors, il faudrait que je regarde, parce que rediffusion, en fait, c'était à Londres, et ça rediffusait les programmes de d'autres plateformes. C'est ça. Donc parfois, ça pouvait être produit par Granada, mais c'était diffusé sur rediffusion D'accord. aussi, quand tu étais à Londres. Parce que Londres, en fait, il y avait deux boîtes qui se le partageaient, et le reste de l'Angleterre, c'était à peu près une boîte. Donc, Granada, ABC, LWT, rediffusion, Thames, tous ces logos que vous voyez parfois au début des programmes, des anciens programmes de séries britanniques, c'est en fait ITV. C'est sous le chapeau ITV. Oui, il y a aussi ITC, mais ça, c'est. Je pense Non, que ITC, c'était c'est sa encore boîte autre de chose. prod, non? C'est une boîte de production Ouais. qui vendait ses programmes à ITV. Mhm. Et en fonction de la région, tu voyais pas les Thunderbirds partout.
Oui, Voilà, c'est ça. tout à fait. Donc, Ou le prisonnier. ou le prisonnier. Et donc, voilà, autant la BBC, c'était partout la même chose, mais si vous regardez ITV, en fonction de où vous trouviez, vous voyez pas Oui. la même série. Après, Ça, c'est partout la génial. même chose, il y a quand même quelques programmes qui sont localisés. Ah, il y en avait fait. beaucoup de programmes locaux, hein. Même c'était la particularité de la BBC aussi, de Un fournir peu beaucoup de comme, un programmes peu comme locaux. France 3, Oui, voilà. encore maintenant. Un peu comme France 3, exactement. Et ça, c'est des choses qui ont formaté, en fait, la télévision britannique, mais vraiment d'une manière particulière. C'est que, dès 55, la BBC doit se faire la guerre des audiences. Mhm. Donc, c'est pour ça que dès 55, ils commencent à faire des programmes plus populaires, avec plus d'action, un peu moins, pas forcément Du pédagogique, mais divertissement. un peu plus de divertissement. Parce que ITV est là. Mhm. Sidney Newman, on entend parler de Sidney Newman parce que Mhm. c'est le créateur de Doctor Who. Enfin, un des Avec, créateurs de Doctor Who. On va pas rentrer dans les Avec détails Virgil ce soir. Lambert. Avec Et Waris beaucoup de monde. Hussein et Avec beaucoup de gens. Avec beaucoup de monde. Excusez-moi. Donc, Sidney Newman, juste avant, en 63, d'arriver à la BBC, il avait travaillé pendant plusieurs années pour ABC. Mhm. Et pour ABC, il avait développé la série Chapeau melon et bottes de cuir. Tout à fait. Et pas que ça, il avait aussi produit plusieurs séries de télévision. Leander aussi, là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, j'oublie à chaque fois, mais la première, c'est Terra Luna, en fait. Oui, c'est ça. Et celle qui n'existe plus. Mhm. Enfin, tout ça pour dire, la BBC, justement, c'est pas pour rien, en fait, qu'ils ont été chercher Sidney Newman en 63. Mhm. C'est parce qu'en fait, Sidney Newman, c'était le gars qui faisait des succès Oui. partout où il passait, qui travaillait quasiment que dans le privé. Mhm. Et surtout, en fait, en 63, la BBC avait du mal à être compétitif. À concurrencer À concurrencer, oui. le ITV et tout ça. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont été cherchés à l'extérieur. Et à partir du moment où Sidney Newman va arriver à la BBC, il va changer beaucoup de choses dans la manière dont la BBC fonctionne. Mhm. Il va réorganiser les différents pôles production de séries, Mhm. production de programmes, en tout cas séries, céréales et théâtre. Mhm. Il va réorganiser la manière dont les scripts sont écrits. Il va permettre en fait, à la BBC de faire appel à des scénaristes externes. Oui. Il va aussi changer la manière dont les réalisateurs et les producteurs travaillent sur leurs séries et un peu casser le monopole du producteur sur la série. Mhm. Donc on parlait justement de Rudolph Cartier plus tôt. Mhm. Rudolph Cartier en fait n'avait vraiment un contrôle tel que réalisateur, même s'il y avait un réalisateur sur les Quatermass. Mhm. Mais c'était Rudolph Cartier qui chapeautait tout. Oui. Alors qu'après Sidney Newman, en fait, le producteur est vraiment là pour gérer la partie production Mhm. et ne plus regarder vraiment les épisodes. Ce qui se fait, oui. Et disons, parler, ça assèche la gorge. Donc, à partir... Merci, je vais couper ça. Merci. Donc, à partir de l'arrivée de la télévision, à partir de 55, la BBC change radicalement de fusil d'épaule dans la manière dont elle crée ses programmes. Elle part en concurrence, à la chasse à la concurrence. La publicité arrive sur ITV dès le début des 55. Tu sais quelle est la première pub sur ITV? Non. Une pub de dentifrice. Voilà, Ok. c'était l'anecdote. Mais après, par la suite, il y a d'autres chaînes qui vont apparaître. Il y a ITV2 qui devait apparaître assez rapidement, mais ce ne sera pas le cas tout de suite. La première seconde chaîne qui arrivera, ce sera BBC2 dès 64. Mhm. BBC2, très important pour la BBC. Oui. Parce que c'est une chaîne de variété au départ, où il y a beaucoup plus de problèmes de variété, là où il y a des séries. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu les audiences de la première saison de Doctor Who, il y a une baisse d'audience pile poil au moment où BBC2 arrive. Oui, parce que les gens ont commencé à regarder un peu plus BBC. Voilà. En fait, l'audience en 1963, quand Doctor Who arrive, il y a deux chaînes, BBC et ITV. Donc c'est normal qu'il y ait une baisse lorsqu'il y a une troisième Exactement. proposition qui se lance en fait. Voilà, parce que soudainement, plus de programmes qui sont disponibles à la télé. Voilà. Le lancement... T'avais plus le choix entre deux trucs, mais entre trois trucs. Du coup, Voilà. ça divise tout de suite l'audience pour tout le monde, quoi. Le lancement se fait un peu en catastrophe de BBC2, parce que le jour où c'est censé se lancer, la centrale électrique qu'il y a à Battersea ? Battersea prend feu. Ah. Et donc il y a une panne C'est de gênant. réseau.
Et c'était le réseau qui alimentait en plus les studios de BBC Two. Donc ce qui fait que le lancement ne se fait pas tel que prévu, et c'est dans les studios de BBC One, donc je crois que c'est au Television Center d'ailleurs, qui vont transmettre sur BBC Two en Ah ouais. urgence. D'accord. Et ils vont arrêter le programme plus tôt que prévu. Mhm. Parce que rien n'était lancé. Et en fait, BBC Two sera lancé officiellement le lendemain. Mhm. Parce que l'incendie n'était pas très grave, mais ça avait coupé le courant, quoi. Oui. Donc, c'est difficile d'émettre. Et sinon, la ATV2 va arriver par la suite. La couleur va arriver d'abord sur BBC Two plutôt que BBC One, Mhm. en 67 ou 68. Donc, Pourquoi hein, Pourquoi parce qu'ils testaient en fait. D'accord. C'était une chaîne plus récente, donc ils testaient d'abord sur BBC Two. Oui, d'accord. Elle oui, était oui, plus récente oui. au niveau du matériel. Oui, je vois ce que tu veux Donc dire. l'investissement était plus facile, plus Ouais. facile à faire. Donc la couleur arrive d'abord sur BBC Two, mais assez peu de gens peuvent regarder finalement la télé en couleur Oui, parce à que cette bah, époque-là. ils ont pas acheté directement une télé couleur, quoi. Alors il y a deux raisons. Mm. Un, le poste de télévision coûte cher. Oui. Deuxièmement, et le plus important, la licence fee n'est pas la même si tu as une télévision noir et blanc ou que télé couleur. Oh, d'accord. Et la licence fee est moins chère quand tu as une télévision noir et blanc. Ah bah oui, évidemment. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui vont garder leur télévision noir et blanc pendant des années avant de passer à la couleur au bout d'un moment parce qu'il n'y a plus que ça quoi. Enfin, Oui. je veux dire, il y a eu une période où on vendait plus de oui. télé noir et blanc. Oui, voilà, c'est ça. Si ta télé est en panne, bah, faut en racheter une autre. Voilà, donc ce qui fait que nouvelle, par quoi. exemple quand Doctor Who a été diffusé en 1970 en couleur pour la première fois et pendant une bonne partie de la période Pertwee, Mhm. il y a beaucoup de gens qui ont vu la période Pertwee en noir et blanc D'accord. parce que ils avaient encore une télé en noir et blanc parce que ça coûtait cher. Oui. Donc la première pendant longtemps en fait il y aura que 4 chaînes. Et la cinquième chaîne, qui en C'est fait Channel 4. Channel 4, Ouais. va arriver dans les années 90. Oui, c'est très tardif du coup, là, à ce niveau-là. Voilà. Et ça va être aussi une chaîne qui va un peu secouer un peu tout parce que c'est la plus irrévérencieuse des chaînes de la télévision anglaise. Oui, en fait, c'est comme l'arrivée de la 5 en France, quoi. Plutôt M6. M6, ok. Ouais, c'est un peu plus genre M6. D'accord. Parce que Channel 4, c'est plutôt ce genre de programme en fait. Mm. Si vous allez sur la plateforme Channel 4, vous pouvez regarder les programmes en replay si vous avez un VPN. Et vous pouvez les regarder gratuitement. Ah oui. Mais tu tapes des tunnels de 5 pubs. Ah, mon Dieu. 5 à 6 fois pendant ton programme. Mais non. Et je te jure, c'est vraiment des tunnels de 5 pubs, des vraies pubs. Hein. Mais vraiment, waouh. Quel C'est enfer. pire que de regarder la télé. Même c'est- sur Rovio, je trouvais ça un ouais, peu abusé. c'est horrible. Et il y aura par la suite aussi Channel 5 qui arrivera. Ça, c'est la plus méconnue, mais c'est la suite de Channel 4. Ok. Et Channel 4 Il y a et Sky Channel aussi 5. qui vient après. Mais après, ça, c'est le câble. C'est le câble, oui. Et là, c'est encore une autre catégorie parce que c'est On va peut-être pas aller l'explosion des chaînes. jusque-là, oui. On va pas aller jusqu'à là. Tu te souviens quand on allait dans un hôtel à Canterbury et que on tombait systématiquement, il y a une chaîne qui ne faisait que rediffuser C'est du Top Gear. Ah ouais, il diffusait du En Top Gear. boucle, Ouais, tout le temps. Ce qui fait que j'étais allongé dans le lit, je regardais ça. T'étais en vacances, ouais, t'étais contente. C'est les Ouais. vacances. Moi, ça me rappelle qu'une fois, j'ai été à une convention, c'était la London Comic Con. Et il y avait des conférences, bien sûr. Mhm. Et j'avais assisté à une petite conférence où il n'y avait pas grand monde. Et en fait, juste avant, le gars qui présentait la conférence avait dit nous sommes en partenariat avec Sky et vous avez la possibilité de gagner une box avec un abonnement d'un an. Regardez sous votre siège s'il y en a un. Oui. Et je regarde sous mon siège, j'ai rien. Non, Non. je vais pas gagner, hein, si tu veux Oui, savoir. Sauver, t'aurais dû. Ça n'aurait pas servi à grand Mais chose donc- en revenant en France. Hein. Mais il y avait quoi? Il y avait 10-15 personnes dans la salle sur une salle de 50 sièges, quoi. Ouais. Et tout le monde regarde sous son siège et rien. Et au bout du moment, le gars, il dit mais vous n'êtes pas obligé de regarder que sous votre siège. Donc là, t'as les gens qui se sont levés et qui ont couru à regarder sur tous les sièges. Il y en a un qui a trouvé l'enveloppe gagnante. Mais je trouve ça très drôle. Parce que c'est vrai que tout le monde regardait, puis tu sais, tout le monde se disait non, moi j'ai rien. Puis le gars, il dit vous n'êtes pas obligé de regarder que sous votre siège. Il y a quand même pas assez de monde, donc bon. J'ai trouvé ça très drôle. Mais donc, la télévision britannique a eu une sacrée évolution. Mhm. Comparé à la France, c'est complètement autre chose.
C'est très différent. C'est très différent Ouais. parce que non seulement la télévision privée est arrivée très tard, TF1 est arrivé très tard, donc ce qui fait que si on regarde par exemple les programmes anciens entre les années 50 et les années 70, c'est totalement autre chose par rapport à la BBC. Oui. C'est totalement autre chose dans le sens où la BBC diffusait de la science-fiction, diffusait de tout, mais vraiment de tout. C'était très Après, varié. il y avait des séries très variées en France, mais là, Mais il y avait, c'était pas le même il y avait délire. pas, quasiment pas de science-fiction. En France, c'est très très rare. Il y a quelques séries de science-fiction qui existent, des mini-séries, j'entends, comme Quatermass. Par exemple, tu as Noir sont les étoiles. Ouais. Les Mais cloches tibétaines aussi, c'était pas un peu de la SF? non, c'est pas de la cloche. Ok. Non, c'est la cloche tibétaine, c'est l'histoire de la traversée du Sahara par Ah oui, donc ok, non, Peugeot rien à voir alors. ou Citroën, je ne sais plus. Avec Coluche d'ailleurs, c'est un de ses premiers rôles. Mhm. Et le dernier rôle de Roger Delgado. Hélas. Il a- les Puisqu'il est Français- mort sur le Les tournage. Français ont tué. Après le tournage, en fait, il était en vacances. Mais il était de passage et il apparaît dans un épisode des Cloches tibétaines, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Il est doublé en français d'ailleurs dans cet épisode. Et donc, comparé à la France et même comparé à la Belgique, en fait, la BBC et la télévision britannique a vraiment une aura différente. Oui. La Suisse, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas regardé la Suisse et j'ai pas regardé non plus le. Mais par exemple, Télé Monte Carlo. Mhm. La principauté de Monte Carlo avait sa chaîne. Oui. Et elle, par contre, elle a diffusé beaucoup de séries britanniques. Oui. Comme d'ailleurs Radio Luxembourg. Comme, Radio-Télé voilà, Luxembourg. Radio RTL. Télé Luxembourg. Alors qu'en France, finalement, il n'y en a pas eu tellement. Non. Il n'y en a pas eu tellement. Quand on regarde à peu près les programmes, c'est assez. Alors, les séries britanniques, par exemple, diffusées à la télé française, sont arrivées assez tardivement. Dans les années 60, fin 60-70. Mhm. Mais elles sont arrivées très bizarrement. Si vous regardez les dates de diffusion françaises de certaines séries comme Amicalement Vôtre, Le Prisonnier ou tout ça, vous verrez que c'est très bizarre. Parce que beaucoup de ces séries-là étaient diffusées dans une émission qui s'appelait La Une est à vous, Oui. où le public en fait choisissait, donc téléphonait à la chaîne, Mhm. et plus il y avait de gens qui appelaient pour certains programmes, plus le programme était diffusé. Donc les après-midi étaient choisis par les gens en fait. Voilà. Et c'est comme ça que UFO n'a eu qu'un seul épisode diffusé. Exactement. C'est Parce comme que ça aussi. personne n'a voté pour eux. Voilà, c'est comme ça que les gens en fait ont regardé par exemple Amicalement Vôtre. Mon père me disait toujours que dès qu'Amicalement Vôtre apparaissait à La Une est à vous, l'épisode était choisi. Systématiquement. C'était Ouais. une série enfin les gens aimaient Amicalement Vôtre. Mhm. Donc il y a beaucoup de séries anglaises finalement, mais les très populaires et les plus luxueuses au final, celles qui étaient destinées vraiment à l'étranger de base en fait. Mhm. Et donc la télévision française par exemple, même si dès Beaucoup 60... beaucoup plus de l'ITV que du BBC, du coup. Oui, aussi. Si par exemple la BBC avait bien proposé à la France dès 63 de diffuser Doctor Who, ils ont toujours refusé. Oui. Ils trouvaient ça trop violent. Ouais. Ils Oui. trouvaient ça réellement trop violent pour Ouais, l'époque. d'ailleurs, il y a un article d'un journal français qui parle de Doctor Who dès 64. L'article est lunaire. Hein. Oui, C'est un article vraiment lunaire et il trouve que c'est horrible et très angoissant. ouais, c'est ça. Ils trouvaient vraiment que la série, en fait, c'était pas Ouais, du je le tout. retrouve cet C'était article. pas du tout, en fait, parce que dans les années 60, la France, la mentalité en France de la télévision est même globale. Comme nous, on avait été traumatisés d'une certaine manière par la guerre. Même les Anglais ont été traumatisés, mais d'une autre manière en fait. C'est le Blitz qui les ont traumatisés, Oui. et ça se ressent dans toute leur production d'après-guerre. Alors que nous, c'est l'occupation. L'occupation, voilà. Donc, eux, c'est plutôt le oh mon Dieu, il y a une bombe qui va me tomber dessus. Et alors que les Français, c'est oh mon Dieu, il faut que je me méfie de tout le monde. Voilà, c'est ça. Et résultat aussi, après la guerre, en fait, que ce soit l'Angleterre ou la France, on a eu une politique aussi de produire des programmes plus joyeux. Oui. Donc il y a beaucoup de programmes en fait qui ont été censurés par Churchill. Mhm. Pas tant que ça, mais il y en a quand même beaucoup. Et en France, The War Games. The War Games, par exemple, pas le Doctor Who, un autre téléfilm, enfin un autre film. Et en France, c'est pareil, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de programmes humoristiques. Oui. Ou gentil, même pour les enfants, gentil, par voilà. exemple. Je sais pas, Bonne nuit les petits. Le Manège Enchanté, tous ces Chapi programmes. Chapeau. Voilà, dans les dessins animés. Donc ce qui fait qu'on se tournait assez peu souvent vers vraiment les drames. Et quand c'était des drames historiques. Oui.
Ça, c'était. Mais en Angleterre aussi, on adore faire des drames historiques de toute manière. Ça, Et c'est vraiment. C'est l'histoire en facile à produire. costume, ouais, les histoires en costume, c'est très C'est parce qu'en apprécié. fait, c'est très facile à produire. Parce qu'en général, les costumes, on les a. Ça ne demande pas de technologie Mhm. particulière parce que justement, ça se passe dans le passé. Oui. Donc, c'est plus facile à faire. Et bah, les histoires sont connues. C'est en terrain connu, quoi. Donc, ce qui fait que finalement, la fiction et la science-fiction en France, ça a mis du temps avant d'apparaître. Mhm. Comparé à l'Angleterre où dès les années 50, c'est là. Mhm. Et y a-t-il quelque chose d'autre à rajouter sur la télévision Moi, britannique? j'en Parce que je pense rajouterai qu'on a fait une. un bon tour, hein. Oui. Je rajouterai quelque chose. On parlait de costumes juste Oh avant. oui, 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 effectivement. Et figurez-vous que le visage qui a le plus longtemps apparu à la télévision britannique et potentiellement la télévision mondiale, Ouais, c'est juste que ce n'est pas vérifiable, c'est une costumière. Et cette costumière, à l'époque où elle est apparue à la télévision, c'était une petite fille. ouais. Je parle bien sûr de la mythique Test Card F. Voilà. Là, tu peux nous Alors, raconter un petit Test peu? Card F, en fait, c'était. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui sont très jeunes, vous savez pas du tout ce que c'est parce que ça n'apparaît plus du tout à la télé. Mais on a ce qu'on appelle des mires, Mhm, qui sont en fait des images qui permettent de régler l'image et de s'assurer que l'image est bien diffusée sur les télévisions. mhm. Alors, autant du numérique, ça n'a plus trop d'importance parce que le signal est de base, c'est le signal qui règle la télé maintenant. Oui. Et les télés sont toutes réglées de manière, mais sur les télés cathodiques, il fallait régler manuellement le positionnement de l'image sur ton tube cathodique en fait. Mhm. Et il fallait aussi régler la réception de la chaîne, puisque c'était comme la radio où il fallait tourner un Mhm. bouton pour être sûr qu'on reçoit bien pile poil sur la. Parce que c'était en hertzien. Oui. Et donc on avait à la télé anglaise diffusé ce qu'on appelle donc la Test Card F, Mhm. qui est une mire. Donc c'est une image avec des couleurs et des cases grises qui te permettent de savoir si ton image est bien réceptionnée par ton poste, Ouais. parce que c'est avec ça que tu permets de régler la hauteur, le positionnement, les couleurs Les et ainsi de couleurs, oui. suite. Alors, Et au centre de cette voilà, mire, il y a une photo très connue pour les Britanniques, puisqu'il s'agit d'une petite fille qui est en train de faire un morpion en fait sur un tableau noir avec un petit clown juste à côté. une poupée de clown, oui. Voilà. Et pour ceux qui connaissent bien, bah, c'est un personnage qui apparaît dans la série Life on Mars. Aussi, oui, parce que c'est un peu... Elle est une matière de cauchemar. Ouais. Elle a traumatisé vraiment des millions d'enfants, je pense, Ouais. parce que le clown a un truc vaguement inquiétant. Alors, ce clown existe toujours. Oui. La petite fille qui s'appelle Carol Hercy Oui. possède toujours le clown. C'est un clown, en fait, qu'elle avait fait elle-même. Ouais. Qu'elle avait cousu elle-même, et elle est elle-même devenue couturière et costumière, en fait, pour le théâtre et le cinéma, je pense. Exactement. Donc, Ouais. elle le possède toujours, elle le prête même parfois pour des expositions si besoin. Ouais, parce qu'il est très 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 connu en Angleterre, hein. C'est Oh, vraiment oui, une des oui, photos. c'est... Et cette photo, elle n'a pas été choisie par hasard, par hasard, parce qu'en fait, c'est son père qui a fait la Test Card F, donc Oui. il l'a conçue. C'était son truc. Oui. Il travaillait à la télé et il voulait une photo au centre. Mhm. Et apparemment, il l'a choisie parce que une petite fille n'a pas besoin de maquillage, Oui, donc ça permet d'avoir une couleur de peau assez neutre. neutre. En fait, c'est un sujet neutre. Et Voilà. en plus, il y a le OXO, là, le porpion derrière Ouais. qui permet de centrer L'image, oui. l'image. Il y a des couleurs quand même assez variées sur l'image elle-même. Et aussi en parce fait, que le c'était BBC avait un peu la flemme de refaire autre chose. Voilà, c'est ça. En fait, il l'a montré pour ses tests en disant, mais voilà ce qu'on pourrait faire. Et la BBC, il a dit, c'est bon, tu le gardes. Et voilà. Donc c'est une image en fait qui a un peu Ouais. traumatisé les Anglais parce Oui. que c'était le genre de truc qui était diffusé à partir de 22h à la Voilà. fin des programmes jusqu'au retour des programmes le lendemain matin, quoi. Oui, et du coup, c'est une image qui a été diffusée pendant, on estime, j'essaie de retrouver, 70 000 heures, l'équivalent de 8 années consécutives. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que c'est Euh, considéré comme étant la personne la plus connue. La plus La vue plus à la diffusée, télé, la plus le visage aisée. le plus diffusé à la télé. Ouais. Alors, elle n'est pas enregistrée au Guinness Book parce que, un, c'est très difficile à vérifier si c'est bien ça. Ouais. Et deux, ce n'est pas un record qui est atteignable. Oui, c'est pas reproduisible en C'est fait. pas reproduisible parce que vu que les mires n'existent plus et on ne peut pas
juste utiliser une chaîne de télé pour diffuser un visage pendant 9 ans, on va possible, dire, par exemple, ça n'a aucun sens. Donc, Elle ça... n'y est pas. Voilà, elle n'y Dommage. est pas. Voilà. Et oui, la test CardF, si vous... En fait, ce qui était flippant, c'est non seulement l'image qui est un peu malaisante, mais aussi c'est parce que le signal sonore qui est diffusé pour contrôler si tes enceintes fonctionnent, c'est ce qu'on Ouais. appelle du 1000 Hz. Mhm. Et c'est un bip très précis. Oui. Et Donc, ça, honnêtement, ça provoque peut-être un peu de l'anxiété. oui, ça provoque de l'anxiété parce que tu l'entends, tu sais, c'est un bruit qui est pas naturel, Ouais. qui correspond à rien, c'est juste un bruit. Et c'est pas apaisant du tout. C'est pas apaisant, c'est angoissant, tu vois. Donc c'est pour ça que c'était... Parce que tu tombais ça en plein milieu de la nuit, où par exemple tu t'endormais devant ton programme et quand tu te réveillais, tu avais cette fille sur ta télé, quoi. Oui. Tu vois, avec en plus le 1000 Hz qui est passé, tu vois, c'est truc de cauchemar, quoi. Voilà. Mais parfois il y avait des trucs, il y a un petit autre anecdote. La série Captain Scarlet de Jerry Anderson. Oui. Donc c'est une série produite par ITC pour la chaîne ITV. Mhm. Maintenant vous savez un peu plus. Et surtout, c'est une série en couleur. Mhm. Mais le premier épisode a été diffusé avant, techniquement, la date officielle indiquée Mhm. partout. Parce qu'en fait, l'épisode a été utilisé comme test de transmission sur une chaîne en pleine nuit. Ah oui. Voilà, donc le premier épisode a été diffusé là. Il fallait par hasard être debout. Oui. À la place de la mire, en fait, ils ont diffusé l'épisode. Voilà, Ouais. c'était l'anecdote. Merci de nous avoir suivis pour ce long monologue. Non, je me plaisante parce qu'il y a Ah pas non, que j'ai moi quand qui même parle. participé. T'as Oui, pas- d'ailleurs, comme toute dernière chose, l'année passée, nous avons fêté les... Non, il y a 2 ans, Les du coup, 60 ans. les 100 ans Oui, les 100 ans, pardon. de la BBC. Pas en tant que télévision, évidemment, mais en tant que société qui diffuse de l'information, Ouais. donc à l'origine de la radio. Et c'est considéré comme l'une des plus anciennes sociétés de diffusion d'informations au monde. Qui existe Voilà. toujours. Et Qui ce existe serait bien toujours, qu'elles c'est existent surtout ça. toujours, enfin, qu'elles disparaissent pas. Voilà, on espère que les touristes ne vont pas la fossoyer. Non. Voilà. Voilà. Longue vie à la BBC, longue vie à la télévision. Tout ça pour dire, on va se dire rendez-vous au prochain Gamecast. Oui. Qui sera donc sur The Satan Pit et The Impossible Planet. donc le double épisode La planète du diable. Ouais. Et n'oubliez pas que vous pouvez écouter le prochain Gamecast en avance sur notre Patreon. Vous avez peut-être d'ailleurs eu la chance d'écouter ce Gamecast en avance. Ah oui. Pour ça, il suffit d'aller sur notre Patreon, de payer 5 € par mois, et ça vous permet d'avoir du contenu supplémentaire bonus que ce que l'on diffuse sur nos réseaux sociaux et Oui. nos chaînes bonus. Pour l'instant, c'est surtout des Gallicas en avance, mais il y vous allez aura avoir peut-être d'autres trucs, choses. hein. Oui, Ouais. vous allez avoir d'autres trucs, ça c'est sûr, parce qu'on les prépare déjà. Et rendez-vous au prochain Gamecast, donc, et on va vous dire Vavoum! Vavoum!